avez un micro? La question est de savoir si on l'utilise ou pas. Voilà, donc vous allez nous dire. Bonsoir, merci à toutes et tous d'être présents ce soir pour cette conférence avec Nathalie Dard. C'est donc la librairie Pégase qui l'organise. Peut-être certains d'entre vous ne connaissent pas la librairie Pégase. On est situé à Bordeaux, rue Toulouse-Lautrec, derrière la place Gambetta. On est une librairie indépendante spécialisée en développement personnel, bien-être, spiritualité. Et notre axe de développement actuellement se tourne vers la parentalité, la communication. Donc c'est pour ça qu'on a invité Nathalie pour ouvrir, je dirais, un axe nouveau de développement dans la librairie qui s'adresse aussi bien aux parents qu'aux enfants qu'aux enseignants. Voilà, à côté de notre rayon librairie, nous avons aussi des produits d'accompagnement comme les fleurs de bac, les huiles essentielles, les élixirs floraux, des objets de décoration, des pierres aussi. Voilà, un certain nombre d'objets. Vous pouvez découvrir dans notre librairie. On a aussi notre troisième volet. Ce sont des conférences, des ateliers, des stages que l'on organise, soit au sein de la librairie, soit en fonction du conférencier et de la thématique à l'extérieur, en fait, comme ce soir par exemple. Voilà, donc vous avez des informations sur vos sièges, vous trouverez des flyers, des dépliants sur ce que l'on fait. Alors, Nathalie Dard, oui, présente. Voilà, présente ce soir. Donc, pour introduire brièvement, parce que Nathalie parlera bien entendu d'elle après, Nathalie Dard a été pendant 20 ans enseignante principalement en maternelle. Elle a ensuite été formée à la communication non violente en 2002. Puis ensuite, à partir de 2005, a été l'ambassadrice, enfin une des ambassadrices de la CNV sur Bordeaux. Aujourd'hui, Nathalie se considère plus comme une facilitatrice que comme une formatrice de la méthode de la communication non violente. Et donc c'est à ce titre qu'elle est présente avec nous ce soir. Et bien entendu, elle va maintenant vous parler de ce qu'elle présente et propose à chacun d'entre nous. Voilà, donc je vous remercie d'être là ce soir. Je remercie l'espace Monera et puis je vous remercie à tous et je vous souhaite une excellente soirée. Alors je vais m'intéresser directement aux gens du fond. Est-ce que ça allait comme ça, comme niveau sonore? Est-ce que ça va comme ça si je parle ou est-ce qu'il va falloir qu'on mette un micro? On entend des bruits de fond quand même. Oui, c'est un peu compliqué. Faut prêter un peu plus attention, mais dès qu'il y a une moto ou une voiture qui passe, d'accord. Ok. Bon, moi j'ai plutôt envie d'essayer comme ça parce que je trouve que c'est plus facile et plus naturel que d'avoir un truc à tenir et de rester, de savoir s'il est bien collé ou pas. Mais si c'est compliqué pour vous, vous faites un petit signe et puis comme ça, et soit je hausse la voix et puis du coup vous m'entendez bien jusqu'au bout, soit on passe directement au micro et je le garderai jusqu'au bout. Voilà. Ça vous va comme ça? Ouais. Alors, j'avais envie de dire quelques petites choses alors sur le fait que je suis ici et comment je suis ici ou comment ça fonctionne. D'abord, je remercie la librairie Pégase à deux titres parce que voilà, elle me donne l'occasion de présenter un peu quelque chose que j'aime depuis des années et que j'aime pas toute seule parce que il se trouve que mon mari le partage depuis le même nombre d'années que moi et quelques personnes qui sont là dans la salle qui suivent toutes ces activités autour de la communication non violente depuis longtemps. Donc je suis là toute seule de ce côté parce que peut-être à plusieurs voix c'était compliqué. C'est une forme de conférence parce que c'est celle qui est la plus habituelle. J'aurais adoré quelque chose de plus participatif. Bon, voilà, on est dans ce cadre-là. Mais ça me donne l'occasion voilà, de parler de la communication non violente que j'aime vraiment beaucoup. C'est vrai que depuis le 2002, on s'attache à essayer de le rendre vivant sur Bordeaux, c'est-à-dire qu'il y ait des groupes qui pratiquent la communication non violente. Et je suis ravie aussi de savoir que dans la salle, il y a d'autres gens qui prennent ce relais aujourd'hui et qui eux-mêmes animent ces groupes-là ou facilitent ces espaces-là. Quand tu as dit que j'étais facilitatrice
et pas formatrice. Voilà, je ne suis pas formatrice CNV. Il y a des gens qui sont formateurs certifiés CNV. Ils ont passé un parcours particulier pour le devenir. Ce n'est pas mon cas. Ça n'a pas été mon choix. Voilà. Donc j'ai souvent facilité avec des gens qui étaient formateurs certifiés. Moi, je préfère dire de toute façon faciliter et être à cette place de facilitateur. Tout simplement parce que les gens disent que la communication non violente, et Marshall Rosenberg, qui est à l'origine de ça, le premier, disent que c'est un langage naturel. Voilà. Et pour moi, un langage naturel, on n'a pas tellement à l'apprendre, on a juste à désencombrer les espaces qui le sont un peu pour revoir cette communication-là émerger. Donc moi, je suis plus dans une posture de facilitatrice. Voilà. Donc le nom me va bien aussi. Et puis c'est aussi un nom qui est issu d'une formation rogerienne que j'ai parcourue pendant 4 ans et demi, où il y a des gens qui sont facilitateurs aussi, facilitateurs pour le bien-être des personnes. Et il se trouve que Marshall Rosenberg, lui, est issu de cette école rogerienne puisqu'il a été élève de Rogers. Et donc la posture de facilitateur, c'est aussi une posture qui appartient pour moi aux deux endroits. Voilà. Qu'on se dise formateur ou pas, pour moi c'est la même posture. Elle est au service d'eux, voilà, au service de l'autre et au service de la communication avec l'autre. Ça, c'était pour présenter un petit peu plus loin ce que je faisais ou mon parcours. Je voulais quand même vous préciser aussi quelque chose qui était important pour moi. On a fait venir, il n'y a pas très longtemps, à plusieurs, un monsieur qui est aussi très lié à la communication non violente et qui s'occupe de la gestion des conflits. Il a développé une forme particulière qu'on continue à développer sur Bordeaux et qui s'appelle les cercles restauratifs. Et ce monsieur-là a la particularité de ne pas tarifer ses prestations. Et quand la librairie Pégase m'a demandé quel tarif on va mettre, je leur ai dit, écoutez, ma préférence c'est qu'il n'y en ait pas. Voilà. Moi, je veux que toutes les personnes qui ont envie de participer à cet espace-là puissent le faire. Et qu'il n'y ait pas de restriction par rapport à une rémunération quelconque. Alors, donc, pour préciser les choses, donc cette salle est allouée, donc forcément ça va coûter une certaine somme. Je ne sais pas si vous la connaissez. Moi, je suis d'accord de donner le tarif. 100 € pour la soirée. Pardon ? 100 € pour la soirée. Il y a des personnes qui sont là, qui normalement sont rémunérées et qui donnent de leurs heures. Voilà. Moi, j'ai décidé de ne pas être rémunérée pour cet événement parce que ce qui m'intéresse, c'est de contribuer à la diffusion des livres de la communication non violente. Et je remercie grandement la librairie Pégase de diffuser ces livres-là, en particulier des livres qui ne sont pas diffusés dans le commerce, parce qu'ils sont édités en Italie, dans une toute petite édition, et qui ne travaillent qu'avec le réseau de la communication non violente. Et vous en avez quelques exemples au fond, si vous voulez les regarder. Il y a particulièrement des livres qui sont destinés aux enfants, mais pas que. Voilà. Donc j'ai vraiment envie de soutenir ça, et c'est la raison pour laquelle moi je ne serai pas rémunérée pour ce temps-là. Par contre, si vous avez envie de contribuer à cette diffusion-là et aux frais qui ont été engagés, à la fin de la rencontre, il y aura une boîte et vous pourrez mettre de l'argent si vous souhaitez participer et faire un don à votre tour. Voilà. Mais cette soirée-là, elle vous est offerte. C'est-à-dire que vous pouvez aussi repartir et vous n'êtes pas en train de me payer pour cette soirée. Voilà, c'est important pour moi de dire ça parce que ça contribue aussi à l'état d'esprit que j'aime bien, y compris dans la communication non violente. Je crois que j'ai fait le tour pour les présentations. En même temps, voilà, vous êtes nombreux, vous n'allez peut-être pas tous vous exprimer, mais j'adorerais avoir quelques indications sur qui vous êtes et ce qui vous a amené là ce soir. Je me demandais par exemple, alors si vous pouviez juste faire un petit signe comme ça m'aiderait, s'il y avait des gens qui n'avaient jamais entendu parler de la communication non violente parmi vous. Voilà, est-ce qu'il y en a? D'accord, pas beaucoup. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont lu des choses et juste lu? Voilà. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà pratiqué et été formées? Ok, ça fait un petit paquet. D'accord. Puisqu'on est sur le thème de la parentalité, comme je ne vais peut-être pas non plus pouvoir donner la parole à tout le monde, est-ce qu'il y a des gens qui sont plutôt là en tant que parents? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent dans l'éducation, par exemple? D'accord. C'est pas exactement les mêmes toujours. Bon. Okay. Alors moi j'ai choisi d'axer cette conférence sur parce que la communication non violente, il y avait plein de bouts pour arriver à frapper à cette porte-là. J'ai choisi celle qui disait que la communication non violente est un chemin d'autonomie.
Aussi parce que c'est un parcours qu'on a fait avec quelques personnes qui sont là et que j'ai accompagné pendant une année sur ce thème-là et qui étaient venues me voir et qui m'avaient dit voilà, moi j'adorerais qu'on puisse rendre nos enfants autonomes. Et on a travaillé pendant 1 an sur le sujet et on s'est rendu compte que c'était peut-être pas de cette manière-là qu'il était important de poser la question. Donc du coup, j'avais envie de vous parler de ça précisément et de le développer en particulier. Donc moi je vais vous présenter déjà ce qu'est la communication non violente, comme ça tous ceux qui la connaissent pas sauront à peu près à quoi ça ressemble. Je vais vous exposer, vous faire un état des lieux de ce qui m'apparaît être une communication à peu près habituelle, et puis aussi voir les avantages et les inconvénients qu'elle a, et ensuite vous parler de ce que propose la communication non violente et à quels inconvénients elle arrive à pallier. Voilà. Et il y a des points particuliers que j'aimerais aborder à la fin. Surtout sur l'apprentissage par l'erreur, puisqu'on en parle beaucoup, et en éducation et quand on est parent. Et voilà, j'avais envie de vous donner le regard que la communication non violente avait dessus. À la suite de ça, il y aura un temps d'échange puisque la soirée est prévue de s'arrêter à peu près vers les 10h30 et de boucler au moins à 11h. Ça laissera le temps aux personnes qui veulent prendre un petit encas, puisqu'il y a un monsieur qui a préparé des sushis. Donc si vous voulez vous acheter une assiette de sushis en partant, vous pourrez le faire. Et puis ça vous donnera le temps aussi de regarder les livres et puis j'irai par là-bas pour vous expliquer en quoi je les adore. Voilà. Est-ce qu'il y a déjà des choses que vous aimeriez dire? Est-ce que c'est bon pour le son au fond ou pas? Oui, ça va? Est-ce qu'il y a des choses sinon que vous aimeriez partager là maintenant? Ou c'est ok pour vous? Est-ce qu'il y a un point particulier que vous aimeriez voir abordé ou Non, pour l'instant non? Ok. Alors, il y a une chose par laquelle je voulais commencer qui est que quand on parle de communication non violente, souvent dans la tête des gens, il y a un outil. Il y a un outil à utiliser. Alors certes, il y a un outil, mais il n'y a pas qu'un outil. Et quand moi je suis passée par ma formation rogerienne, je me suis rendu compte, et j'ai appelé ça comme ça, que la communication non violente, pour moi, c'était un peu apprendre à faire du vélo. Ça me permettait à avancer assez bien, de manière fluide dans la communication, mais qu'on pouvait aussi apprendre à faire du vélo sans les mains, c'est-à-dire sans les outils. Et du coup, j'aime bien la partie outils de la communication non violente, mais il y a aussi toute une partie qui est savoir-faire et savoir-être. Et ça, à mon avis, c'est indissociable. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a des gens qui vont faire des formations en communication non violente et qui reviennent et qui essaient d'appliquer un outil, ça ne fonctionne pas. En général, les gens arrivent à dire « Ah, tu nous casses les pieds avec ta communication non violente », communément appelée CNV, ou tu nous barbes, ou ça suffit, ou arrête de faire ta CNV. Enfin bon, on a tout un tas de remarques comme celle-là. Donc ce qui montre bien qu'en fait, appliquer un outil et être en dehors de soi pour faire quelque chose qui serait extérieur, c'est pas très évident en termes de résultats. Donc il y a un savoir-faire qui serait un peu mieux, c'est-à-dire de faire ce que dans le jargon communication non violente, on appelle faire de la girafe invisible. Alors ça va pas parler à plein de monde, je vais vous l'expliquer tout de suite. La girafe étant le symbole de l'animal terrestre qui a le plus gros cœur, voilà, qui n'a pas d'ennemi particulier, et donc elle est devenue un peu le symbole de la communication non violente. Et donc il y a des gens qui appellent ça le langage de girafe. Du coup, quand ça se voit trop, qu'on comprend ce langage-là, les gens se sont dit tiens, on va faire de la girafe invisible. Bon, alors si vous faites ça, ça va aller un peu mieux, mais ça va pas encore suffire. Voilà. En fait, ce qui est le plus intéressant, c'est d'intégrer cet outil-là, mais peut-être vous l'aviez même intégré avant de le connaître, et de revenir à l'intérieur de soi, au cœur de soi, parce que de fait, c'est un langage du cœur. Et ça, le cœur, tout le monde en a. Et il suffit d'être très au clair avec ses intentions et de trouver que la place de l'autre a autant d'importance que la mienne pour que, à ce moment-là, quelque chose se déclenche dans la relation et la facilite au lieu de l'entraver. Donc, vraiment, pour moi, c'est capital de dire ça. La dame qui s'occupait des éditions SRC, qui est décédée il y a deux étés, disait que c'est le langage du cœur, et elle marquait toujours c'est un art de vivre avec soi-même et avec les autres. Voilà. C'est vraiment un art de vivre. C'est vraiment un plaisir à déguster plutôt que d'essayer d'avaler des bouchées brutes de communication, parce que ça a un autre goût, ça a une autre saveur, et c'est pas juste une histoire de pratique. Voilà.
Alors, quand on dit langage naturel, pourquoi? Alors, j'ai envie de partir de là un petit peu. J'imagine que vous avez tous, à un moment donné ou à un autre, été en contact avec des bébés. Oui, non? À peu près, il y a longtemps. Enfin bon, en tout cas, vous avez été un bébé vous-même. Peut-être que vous avez de vieux souvenirs. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on rencontre des bébés et qu'on a à s'occuper d'eux? Comment ça se passe? Parce qu'ils parlent pas. Hein? Voilà. Ouais. Et puis quand ils se mettent à pleurer ou quand ils signalent quelque chose, comment vous faites? Qu'est-ce qui se passe avec eux? Il y a de l'empathie, c'est-à-dire? Envie de comprendre ce qui lui arrive. Ouais. Parce que ça passe pas par les mots, donc ouais. Ça passe à un autre niveau. D'accord. Et alors comment vous faites pour essayer de comprendre ce qui lui arrive? Comment vous vous y prenez? Comment ça se passe, ça? On va observer. On observe, oui. Oui, écoutez. On observe quoi, par exemple? On observe le langage du corps. Le langage du corps, oui. On regarde s'il a chaud, s'il a froid, par exemple. Ok. On va vérifier la couche pour savoir, hein. Voilà. Écoutez les sons, hein. La qualité du pleur, par exemple, hein. Ok. Et après, on fait quoi? On le prend dans ses bras. On peut le prendre dans ses bras ou on peut le laisser pleurer, lui parler. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Qu'est-ce qu'on passe du temps à faire avec des bébés? On le berce, on le nourrit, hein? On lui donne à boire, on lui donne de l'amour. En gros, on satisfait ses besoins essentiels. Et bien, la communication non violente, c'est rien de plus que ça. C'est-à-dire, c'est être à l'écoute de l'autre, qui manifeste des choses. Donc, il y a des choses à observer. On essaie de partir d'une observation commune. À partir de là, on a cette observation parce qu'on essaie de savoir comment il se sent avec, quel est son ressenti, quel est son vécu. Alors, comme il n'arrive pas à l'exprimer de manière... il n'a pas d'étiquette et de petits panneaux à lever, donc il va bien falloir qu'on aille un peu à la devinette. Donc, c'est ce qu'on fait. T'as chaud, et t'as froid, et tu vas pas bien, et t'as fait un mauvais rêve, et t'as eu peur de ça, et voilà. Et on lui parle en termes de sentiments. Voilà. On essaie de savoir quel est son vécu, quel est son ressenti. Et à partir de là, on essaie d'apporter une réponse adaptée pour satisfaire le besoin qui est en train de hurler à l'intérieur de lui, ou peut-être pas de hurler, mais en tout cas de faire qu'il rechigne, ou voilà. Et une fois que le besoin est satisfait, on retrouve un état à peu près d'équilibre, assez agréable, et nous, on est rassurés, soulagés, et lui aussi, il peut ressourire, tout va bien, il est comblé. Bon, c'est ça, la communication non violente, la base de la communication non violente, c'est juste ça. C'est partir d'une observation, arriver à dire comment on se sent, ou essayer de savoir comment l'autre se sent avec ce qui se passe, essayer de déterminer quels sont les besoins, si vous êtes deux de part et d'autre, s'il s'agit que de vos besoins, de vos besoins à vous, et puis à partir de là, faire une demande, ce que ne sait pas tellement faire le bébé, à part en exprimant ses sentiments, en tout cas il ne formalise pas de demande. Après, quand il est plus grand, on l'entraîne à faire des demandes. Encore que, je ne vais pas peut-être pouvoir vous le faire complètement, mais vous allez imaginer mon pied avec un lacet défait. Et quand j'ai été enseignante en maternelle, j'avais des petits qui venaient me voir et qui me lançaient le pied comme ça. Et je leur disais, tu as une très jolie chaussure. Et après, ils me regardaient, ils me disaient, mes lacets. Ah, je dis, mais tu as de très jolis lacets aussi. Et après les lacets, ils me disaient, ils sont défaits. Ah oui, ça, je vois bien qu'ils sont défaits. Et alors... je sais pas les faire. D'accord, tu sais pas les faire, alors qu'est-ce que tu voudrais? Je voudrais que tu me les attaches. Et là, on arrive à la demande. Donc, il y a tout un travail d'éducation pour que les gens arrivent à faire des demandes. Et c'est une chose pas facile, parce que je vous laisse 3 secondes réfléchir à ça, rien qu'entre vous et vous. Je vous demande même pas de le partager aux autres. Mais est-ce que vous arrivez à faire des demandes tranquillement? C'est pas une chose facile. C'est pas une chose facile parce que l'autre peut dire non, et puis parce qu'on n'a pas l'habitude de les faire, on n'a pas l'habitude de demander de l'aide. On a plutôt envie de savoir se débrouiller tout seul. Voilà, on se sent vulnérable. Enfin, il y a une foule de choses qui nous encombrent avec ces affaires-là, alors qu'en fait, quand on était bébé, on savait très bien faire, et on l'a un petit peu perdu au passage. Voilà. J'ajouterai entre parenthèses, je sais pas vous, dans votre vie, mais moi, quand j'étais enfant, on me disait, non mais tu demandes pas tout le temps. Hein? Bon.
Donc du coup, ces affaires-là, ça se perd. Voilà, ça se perd, mais ça peut aussi se retrouver. C'est pour ça qu'il suffit de faciliter un petit peu ce passage entre cette communication qu'on a connue. Alors, je ne sais pas votre prénom. Moi, c'est Evelyne. Pardon? C'est Evelyne. Evelyne, voilà, j'ai oublié. Donc Evelyne disait, voilà, on était en empathie. C'est vrai que c'est une communication empathique, et c'est vrai aussi qu'il y a une espèce de fusion, hein, à cette époque-là de quand on est tout petit. Bon, après, ça se différencie un petit peu, les affaires. Alors, la difficulté de la différenciation, c'est de passer d'une étape où on dit à un bébé tu sais ce qui est bon pour toi, parce qu'on ne le remet pas en question. Hein, quand il est en train de pleurer, on ne dit pas attends, arrête, tu joues à la comédie, non, ça suffit. Non, on sent bien qu'il y a un besoin qui est hurlant et que là, on va être amené à y répondre. Mais après, les choses se changent un peu. On n'est pas complètement sûr que l'autre ait raison d'avoir les besoins qu'il a. Et on passe de manière un peu invisible et un peu lente, mais sûrement, à une phase où on dit « tu sais ce qui est bon pour toi » à « je sais ce qui est bien pour toi ». Et ça commence à être un peu le début du bazar. Ça commence, alors que la différenciation se fasse, tant mieux, parce que moi je ne suis pas mon bébé et mon bébé n'est pas moi. Il a existé en tant que personne autonome à faire sa vie. Mais le problème, c'est que quand on commence à dire « je sais ce qui est bien pour toi », la référence de l'évaluation de si ça va ou si ça ne va pas, elle n'est plus dedans, elle finit par être complètement dehors. Et ça commence à devenir problématique. Alors, je ne dis pas que toutes les éducations sont comme ça, mais si je demandais aux gens de lever la main, en tout cas moi je peux la lever, c'est comme ça que ça s'est passé, voilà. Hein, il y en a d'autres, bon, ça va, merci, je ne suis pas toute seule, Alors évidemment, ça a un gros avantage, c'est que on contribue indéniablement à une adaptation sociale, ça c'est sûr. Un jour, je suis bénévole à côté de la maison d'arrêt et c'est pas que je vais faire l'apologie de l'éducation des gens du voyage, mais il y a quand même une remarque qui m'a étonnée. Il y avait une assistante sociale qui est venue nous voir et qui racontait un peu comment les gens du voyage fonctionnaient. Et moi, ça m'a quand même donné à réfléchir parce qu'elle a prononcé cette phrase où elle a dit « Les enfants ici font l'expérience de la frustration alors que majoritairement les enfants des gens du voyage font des expériences. Ils apprennent par l'expérience. Et nous, ce qu'on apprend majoritairement, c'est la frustration. » Alors, sur le coup, j'ai trouvé ça vraiment raide. Je me suis dit, quand même, c'est un peu fort de couper les affaires comme ça. Et puis après, je suis allée regarder dans mon vécu et dans le vécu que je voyais pas mal. Et je me suis rendu compte que quand même, beaucoup de fois, eh bien, on se retrouve avec du « fais pas ci, fais pas ça ». Ils en ont fait des pubs d'ailleurs, hein, avec une jolie musique, voilà. Mais que finalement, on finit par dire aux personnes, aux petites personnes, et on continue d'ailleurs aussi avec les grandes, qu'elles devraient arrêter de faire ce qu'elles font, parce que ça ne va pas. Mais elles n'en font pas l'expérience, elles n'ont pas le temps de la faire. Et c'est en ça que cette personne disait, elles font surtout l'expérience de la frustration. Et c'est rare finalement, c'est assez rare les endroits où on peut avoir le droit de faire ces expériences, où on peut avoir le droit de se casser la figure et où on peut avoir le droit de se tromper. Un enfant, quand il apprend à marcher, c'est pareil, il fait ses expériences. Vous savez tous, vous avez vu, ils prennent, donc c'est leur parc, une table, une chaise, un machin, bon, ok, très bien. Et puis ils testent, ils se cassent la figure, et puis ils recommencent. Et puis petit à petit, ils arrivent finalement à trouver une forme assez satisfaisante. Et en plus, à chaque fois qu'ils arrivent à une étape, ils sont là, hurrah, ravis, radieux. Ils ont découvert le monde, ils sont allés découvrir l'Amérique. Enfin, c'est vraiment une célébration maximum de ce petit pas d'avancée. Et je ne parle pas de la célébration des parents quand ils voient enfin un pas décoller avec les bras qui lâchent pour que voilà, l'enfant aille dans le monde. Ça se passe comme ça au début, voilà. Mais après, quand ils se mettent à pouvoir se coller des doigts dans les prises, voilà. Bon, ça, c'est de la sécurité. Mais ils ne sont pas toujours en train de faire ça. Mais on va leur couper la viande. Et on ne va pas forcément leur filer un petit couteau. Et on va faire ci, on va faire là. On le fait pour les aider. On le fait pour leur offrir du soutien. Mais en même temps, on n'est pas souvent, par manque de temps, pour une foule de raisons, en train de les accompagner à expérimenter. Et puis comme dans les écoles, et je suis un peu bien placée pour le savoir, à moins qu'elles aient beaucoup changé depuis,
quand on en a 30, j'ai calculé une fois, j'avais en gros récréation comprise, pause, temps collectif, j'avais 5 minutes à leur offrir par enfant et par jour. Autant dire qu'on ne peut pas élever quelqu'un de manière personnelle en prenant soin d'interagir avec le pourquoi, le comment, ça a marché, pas marché, voilà. On est quand même un peu obligé d'amener des paquets d'enfants, voilà, et on ne peut pas respecter cette évolution ou cet apprentissage individuel. Donc si ça ne se fait pas à la maison, parce que les parents sont fatigués, parce qu'on essaie, même si on peut, on essaie quand même de contribuer majoritairement à leur sécurité, à leur bien-être, mais parfois beaucoup moins à leur apprentissage, et qu'à l'école, c'est compliqué à cause du nombre, finalement, il y a peu d'endroits qui leur permettent d'avoir accès à ça. Alors, les grands-parents sont une chouette aubaine pour ça, mais bon, ils ne sont pas toujours tout prêts, ou ils ne sont pas toujours disponibles à faire ça, parce qu'eux aussi, ils ont peur de rendre l'enfant en mauvais état, donc du coup, il faut absolument qu'ils ne fassent pas grand-chose. Ça peut arriver aussi, ou pas, voilà. Mais c'est vrai que c'est une question de se demander comment un enfant apprend si, sans arrêt, la référence est à l'extérieur. C'est un peu compliqué, et c'est surtout compliqué pour l'autonomie. Parce qu'après, on demande aux jeunes d'être autonomes, et on leur demande rapidement. Mais si on n'a pas donné les moyens pour eux d'arriver, s'ils n'ont pas entraîné cette conscience-là de ce qui se passe quand ils n'y arrivent pas, si on dit non, tu ne sais pas faire, je vais faire à ta place. Regarde, ça marche mieux comme ça. Et qui n'apprennent qu'en regardant faire, mais qui n'apprennent pas en expérimentant. C'est plus difficile de pouvoir être autonome après. C'est plus difficile de savoir faire ses choix de vie. C'est plus difficile de savoir répondre à ses besoins et de ne pas être sans arrêt tourné vers la façon dont les autres vont voir les choses, dont ils vont penser les choses, donc quelle image on va rendre de nous quand on fait telle chose, si on se plante, si... C'est beaucoup plus compliqué. Donc ça, c'est l'effet un peu pervers. Enfin, c'est un peu l'effet secondaire, j'ai envie de dire, d'accompagner en faisant à la place d'eux ou en sachant à la place d'eux. Et puis il y a une autre chose aussi qui est compliquée, c'est que les personnes font les choses aussi ou ne les font pas par peur de la punition. Et ça, c'est pareil. Elles ne le font pas parce qu'elles ont peur de se faire mal ou parce qu'elles ont peur de ci ou qu'il leur arrive ça. Si par exemple ils se cassent la figure du truc, ils ne vont pas y monter, donc ils peuvent pas se faire mal un petit peu pour voir ce que ça fait. Ils vont ne pas faire la chose parce qu'ils vont avoir peur d'être punis ou peur du regard de l'autre ou de ce qu'on va penser. Et c'est là qu'on se met à développer toute cette chose compliquée que l'on traîne pendant pas mal de temps, qui est à l'intérieur de nous, même si on a l'impression de faire nos choix tout seul, c'est-à-dire une foule de gens qui nous habitent en permanence. Alors parfois ils sont dehors, mais parfois ils sont encore dedans. Alors donc il y a cette peur de la punition, et puis il y a aussi une chose que je trouve assez redoutable personnellement, mais je vais prendre votre avis, parce que je ne sais pas si vous avez eu la même expérience que moi. Moi, parfois, j'avais un ressenti sur des choses et puis je le trouvais chouette. En tout cas, j'avais un peu envie de l'offrir. Voilà. Bon, du coup, on a dit de moi, elle est très sensible. Alors ça, il fallait pas trop s'en occuper. Très bien. Ou quand il me semblait que les gens n'allaient pas trop bien, je disais, ça n'a pas l'air de bien aller. Il me dit, non, 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 je t'assure, ça va très, très bien. Bon. Et ça, je trouve ça infernal. Parce que c'est une manière de détromper les personnes du ressenti qu'elles ont. C'est-à-dire que non seulement on ne tient pas trop compte de ce qui se passe à l'intérieur d'elles, mais en plus, quand il se passe quand même quelque chose à l'intérieur d'elles et qu'elles essaient de l'exprimer, et bien à ce moment-là, on leur dit, mais non, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Et ça marque assez, parce que moi-même adulte, il n'y a pas très longtemps, je suis allée voir une dame, c'était ma prof de yoga, et je lui dis, ça n'a pas l'air d'aller. Elle me dit, si, ça va, bon, le cours s'est passé. À la fin du cours, j'ai remercié cette femme, parce que je l'ai trouvée d'un courage admirable, et je l'ai remerciée parce que du coup, ça mettait de la sécurité à l'intérieur de moi. Elle m'a dit, il faut que je te dise, je t'ai dit que ça allait, mais en fait, ça ne va pas du tout. Voilà. Et moi, il y a quelque chose de soulageant qui fait comme ça à l'intérieur, de me dire que voilà, j'ai un instrument à l'intérieur de moi qui ne se trompe pas.
Voilà. C'est moi qui sais si j'ai chaud ou si j'ai froid. C'est moi qui sais si j'ai soif ou si j'ai faim. C'est moi qui sais si c'est bon pour moi de manger ça. Pas parce que à cette mode-là, on fait manger des produits laitiers ou parce qu'à cette mode-là, on fait dormir les enfants comme ça ou parce que, voilà. C'est parce que moi, j'ai un référentiel intérieur qui est quand même assez intéressant pour que je puisse m'y fier pour mener ma vie. Alors, il n'est pas parfait parce que moi, j'ai été élevée comme tout le monde. Et puis, parfois, il oscille et il peut être très encombré. Mais quand il est là et qu'on ne le détrompe pas, c'est quand même un beau cadeau de la vie. Donc je ne sais pas vous si vous avez des expériences comme ça, de choses ressenties. Je ne sais pas si vous avez quelques perles à nous offrir, mais moi je les veux bien parce que voilà, je serais ravie de savoir si on a été un peu dans la même culture ou pas. Isabelle? En fait, je continue de me chamailler avec ma mère à plus de 40 ans. Et c'est récemment avec la CNV où j'ai entendu précisément effectivement que c'est violent en fait d'annoncer à l'autre ce qu'il ressent, que ça m'a permis de réaliser un grand thème de discordance avec ma mère qui continue de savoir pour moi. Voilà. Oui. Oui. Et ça me met encore en colère. Et oui. Il y a d'autres personnes qui ont ça? Est-ce qu'il y a des personnes à qui on a dit mais non, mais pourquoi tu te mets en colère pour une chose pareille, franchement? Est-ce que tu as raison de pleurer pour ça, franchement? Je sais pas, vous aviez envie de lever la main? Ah non, juste pour dire que moi aussi. Mais ouais. Ça vous parle? Ah ouais. Alors, c'est pas idiot, enfin, je veux dire, ça a du sens pour les gens de faire ça. Mais ça coupe quand même du ressenti. Voilà. Ce qu'ils essaient, en fait, c'est de calmer, d'apaiser, de faire en sorte que la personne ne soit pas dans l'état dans lequel elle est et qu'elle aille mieux. Voilà. Mais c'est une forme de réponse. Voilà. Si on accompagnait le vécu de la personne en essayant de savoir pourquoi elle est insécurisée, pourquoi elle se met à paniquer tout d'un coup, voilà, on va aller beaucoup plus loin. Et pour cette personne-là, pour l'accompagner dans ce qu'elle peut ressentir, et aussi pour nous, dans la relation à elle, pour la rencontrer, pour la connaître, éventuellement pour négocier une forme après de ce qui va se passer, qui va m'aller à moi, mais qui va aussi aller à l'autre personne en face. Ça vous parle, oui? Oui? Et quand on n'est pas bien et qu'on ne peut pas dire qu'on n'est pas bien à ses propres enfants pour les protéger, Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on choisit de les protéger. Voilà, on choisit de les protéger. Et pourquoi pas? Mais au moins on sait que c'est ça qu'on choisit. Du coup, on n'est pas vrai à 100%. Voilà. En même temps, on peut toujours se poser la question de se dire, voilà, est-ce que ça les protège réellement ou pas complètement? Parce que je ne sais pas comment sont vos enfants, mais moi, quand ma maman n'allait pas bien, j'avais pas besoin de savoir grand-chose ou qu'on me dise oui ou non. Je ravalais mon truc, mais je sentais bien que ça allait pas. Donc, on peut aussi dire je vais pas bien, j'ai pas forcément envie d'en parler, voilà, je m'en occupe, voilà, et c'est tout. Mais au moins, ils savent quelque chose. Hein? Je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai divorcé il y a des années, et puis le papa de mon fils, pour le protéger, puis parce qu'il était petit, a dit non, on peut pas dire qu'on est séparés, de toute façon, il ne comprendrait rien. Et puis ça ne le regarde pas. Enfin, voilà, il est petit, c'est trop compliqué pour lui. Donc son père avait dit qu'il allait travailler. Jusqu'au moment où moi, et c'est vrai qu'il allait travailler, puisqu'il allait travailler plus loin, il a changé de département, et du coup, mon fils ne voyait plus son papa aussi souvent que ça. Le problème s'est aggravé quand je suis allée travailler le matin. Parce que mon fils angoissait tous les matins. Il ne voulait pas me lâcher. Mais c'est normal s'il y en a un qui part pour aller travailler et qui ne revient pas le soir, ni le lendemain, ni encore après, ni encore après. Si celle-là part, il lui reste qui? Il lui reste plus personne. Alors je dis, écoute, au lieu de l'épargner en lui faisant grâce de cette histoire de divorce qu'il apprendra de toute façon d'une manière ou d'une autre, il vaut mieux poser les mots, même s'il ne comprend pas tout. Au moins, il verra que c'est pas pareil de se séparer, et puis de divorcer, et puis d'aller travailler. Et c'est jamais simple, on a toujours des choix à faire. Donc parfois on a des priorités et puis on peut aussi les garder ouvertes pour savoir si quand je réponds à ça, voilà,
à cette envie de les protéger, de contribuer voilà, à leur sécurité. Est-ce qu'à un moment donné, la stratégie que j'utilise, elle ne va pas desservir ça plutôt que la servir? Ce que je trouve important, c'est de garder la porte ouverte. Ça peut changer. Je fais du bénévolat à côté de la maison d'arrêt de Gradignan. Il y a souvent des parents qui disent « papa est parti en voyage, papa est parti travailler », ou enfin bon, ils inventent une foule de choses, dit à l'hôpital. Enfin bon, on peut raconter exactement ce qu'on veut sur le sujet parce qu'on n'est pas prêt à, parce qu'on n'a pas envie que d'autres le sachent, parce que voilà. Mais l'enfant, il n'est pas idiot. Puis surtout que nous, on les garde, et puis ils voient bien que les parents vont dans un truc à côté, et puis si on leur demande... Et parce qu'ils disent, il y a un mur là, et ils te disent, c'est quoi? Et on peut leur dire, mais tu sais ce que c'est toi? Il dit, bah c'est la prison. Ils le savent. Ils le savent. Quand on raconte que le Père Noël est le Père Noël, pourquoi pas? C'est une histoire, on raconte que c'est le Père Noël. Mais si on commence à raconter autre chose que la réalité pour protéger, à un moment donné, l'enfant va être en inconfort parce qu'il va plus savoir où mettre sa confiance. Ça peut, voilà. Ça ne veut pas dire que c'est ça à chaque coup, que si on le fait une fois ou deux. Mais si c'est récurrent, ils finissent par plus savoir où sont les repères. Mais j'ai aucun jugement là-dessus, c'est-à-dire que chacun fait vraiment du mieux qu'il peut avec là où il en est et ce qu'il se sent prêt à faire ou pas. Voilà. Juste, j'aime bien l'idée qu'on puisse garder les portes ouvertes pour questionner cette réalité-là. Alors, donc, si je reprends mon idée qu'on coupe un peu le ressenti des personnes, on coupe aussi les besoins qui vont avec. C'est-à-dire que, par exemple, si un enfant dit « est-ce que ça va bien ?» bon, il a envie d'être rassuré. Cette réassurance-là, il n'est pas sûr de l'avoir. Parce qu'il y a une différence entre ce qu'il perçoit et la réalité en face, de ce qui lui est renvoyé. Et donc, on finit par faire un truc. Alors, j'ai pas de tableau, mais je vais vous le mimer. Donc, vous imaginez un bonhomme avec une tête comme ça, qui pense et qui réfléchit, et vous lui collez directement les pattes. D'accord ? Il y a une façon de dessiner les bonhommes en communication non violente que moi j'aime bien. Donc, il y a une tête pour réfléchir, pour penser, pour observer la réalité. Voilà. Il y a un cœur ici pour ressentir. On place les besoins à peu près au niveau du ventre parce que c'est un espèce de centre vital, c'est à partir de là qu'on agit. Et puis on a des pattes, on a des jambes pour avancer, faire des demandes et bouger dans la vie. Donc quand on se retrouve un peu coupé de cette partie-là, c'est compliqué parce que du coup on finit par réfléchir et agir, réfléchir et agir, réfléchir et agir. Et on se coupe d'une foule d'informations qu'on avait là, qui étaient quand même assez précieuses. Alors ça donne des dialogues un petit peu rigolos. Je trouve quand même que cette voiture est vraiment pas bien garée. Enfin, tu rigoles, j'ai jamais aussi bien garé que ça, je vois pas pourquoi tu me fais cette remarque, tu es toujours à critiquer. Bah écoute, franchement, non mais c'est n'importe quoi, tu crois qu'un mec digne de ce nom fait un créneau de cette façon-là? Oh, écoute, ça suffit, il y en a marre de tes remarques, et c'est parti. Et ben moi je vais la garer toute seule, cette voiture, de toute façon elle sera bien mieux garée, et je vais agir. Ah mais non, mais là il n'est pas question, c'est moi qui garde les clés, je sais quand même garer une voiture. Et ça monte. Et on s'en sort pas. Parce qu'en fait, le mode de communication sur lequel on est, il n'est pas compliqué. On réfléchit, on imagine une stratégie, une façon de faire. En général, on l'imagine avec son propre référentiel. Si on est un petit peu malin, un peu ouvert, on va quand même essayer de savoir ce qui se passe sur le terrain en face. Mais c'est rare, surtout quand on est un peu tendu, énervé. Et du coup, après, on agit. Mais on n'agit pas avec l'autre, on agit sur l'autre. Ou alors, on le laisse faire cette fois-ci, mais la fois d'après, c'est nous qui aurons raison, et puis c'est nous qui emporterons le bénéfice. Moi, personnellement, je connais ça encore avec mon compagnon, mais je m'en passe de plus en plus dans la vie, je trouve ça très énergétivore. Mais vraiment beaucoup. Et puis ça a un gros inconvénient, alors il va adorer parce que c'est une phrase qu'il aime beaucoup, c'est que quand on fait ça, on met notre bien-être dans les mains des autres. En gros, c'est si l'autre faisait autrement que ce qu'il fait, j'irais beaucoup mieux. Ah bon, on se victimise. Bah oui, mais c'est un petit peu normal puisqu'on nous a quand même dit qu'il fallait qu'on fasse les choses comme on nous l'avait dit et pas comme on pensait, enfin pas comme on sentait qu'il serait bon de les faire. Quitte à les négocier après avec quelqu'un, on n'a pas appris ça. Donc forcément, c'est ce type de communication que ça donne. On donne la faute à l'autre. Bah, un peu.
Alors, si vous regardez les jeunes à qui après, alors maintenant on a un peu grandi, donc on va aller directement au passage ado. Donc l'adolescent à qui on n'a pas complètement dit, voilà, quelle était la référence interne, hein, comment il pouvait éduquer sa conscience avec nous, avec notre rencontre, eh bien il se retrouve dans une situation où comme il n'a plus le fil à plomb là pour tenir debout et droit, eh bien il pète les plombs. Voilà. Donc les autres sont toujours fautifs. Ils essaient de savoir qui va pouvoir avoir raison, puisque jusqu'à maintenant, ils ont eu beaucoup tort, hein, tant qu'à faire. Donc, il y a une histoire de pouvoir et de contre-pouvoir. Donc, on n'est jamais dans le pouvoir avec l'autre, on n'est pas dans le pouvoir avec soi-même, puisqu'on n'a plus le référentiel pour pouvoir savoir où on sent que les choses sont justes. Et du coup, c'est du conflit permanent. C'est du conflit permanent. Vous connaissez ça aussi ou Ceux qui ne connaissent pas ça, vous pouvez sortir. Alors ce n'est pas que ça, je vous décris quand même la partie sombre. Et puis il y a plein de fois où la communication non violente n'a absolument aucun intérêt. C'est-à-dire que si vous voulez le sel à table, vous dites je voudrais du sel s'il te plaît. On n'est pas en train de développer je me sens comme si, voilà, pas du tout. Ça serait une aberration de faire un truc pareil. Ça serait plaquer un outil, ça serait pas être soi-même, voilà. Hein. Mais c'est quand même souvent comme ça que ça se passe. Donc ces pauvres jeunes à qui on demande d'être autonomes, dans ces conditions-là, ben, ils ont un petit peu de mal. Voilà. Donc on trouve qu'en général, ils ne savent pas trop faire de choix, qu'ils ont une envie de contribuer particulièrement limitée, qu'ils ne savent pas trop où mettre leur énergie. Enfin bon, je vous en passe et des meilleurs. Vous savez décrire vos adolescents mieux que moi. J'en ai eu un à la maison qui m'a donné beaucoup à apprendre. Donc voilà. Ça vous parle aussi un petit peu? Donc c'est sûr que si dans sa tête, pour résumer, on a, au lieu d'avoir ce référentiel intérieur, on a ce que va dire papy, ce que va en penser papa, la tête que va faire maman avec, comment mon copain va prendre ça, comment mon enseignant va trouver que j'ai fait avec cette affaire-là. Si en plus, j'ai déjà une petite histoire personnelle qui me fait dire que j'ai telle croyance, que j'ai telle image de moi ou des autres, que j'ai tel jugement sur moi, que j'ai telle critique intérieure qui arrive au grand galop dès que j'ouvre la bouche, ça va vraiment devenir compliqué de prendre des décisions et d'avancer dans la vie. Imaginez une calèche où il y aurait des chevaux qui tirent dans tous les sens. Les gens sont complètement tiraillés, morcelés, et c'est la bagarre intérieure. C'est vraiment la bagarre intérieure. Ça devient compliqué. Alors moi, c'est ce que j'ai bien aimé dans la communication non violente. La communication non violente, j'ai trouvé vraiment que ça simplifiait la vie. Au lieu de laisser arriver toutes ces informations, alors elles arrivent, hein, je leur dis passez donc mesdames, vous m'avez beaucoup servi, mais s'il pouvait y en avoir un peu moins, ça allégerait un peu les affaires et ça me permettrait un peu de savoir ce qui se passe pour moi là, maintenant. Parce que sinon, on passe d'une communication qui est axée sur des choses déjà connues, et je ne sais pas comment on fait du nouveau avec du déjà connu tout le temps, et on peut récupérer une communication qui est aussi plus créative. On peut aussi récupérer une communication qui est plus en lien avec les personnes, mais pas qu'avec les personnes, d'abord avec nous-mêmes. D'abord avec nous-mêmes. Il y a un petit travers dans la communication non violente, comme avant qu'elle existe d'ailleurs, ou que vous ne la connaissiez, ou que je ne la connaisse, c'est de vouloir servir les gens avant nous-mêmes. Donc la première communication non violente commence d'abord avec nous-mêmes. Après, vous enquiquinerez les autres avec. Mais les premiers essais se font déjà à l'intérieur de nous. Parce que déjà, quand le message entre moi et moi est plus clair, quand il y a quelque chose qui arrive et que je sais ce qui se passe, j'arrive à savoir ce que ça me fait. J'arrive à savoir quels sont les enjeux dedans, quelles sont les valeurs importantes pour moi, quels sont les besoins que je voudrais satisfaire, et que j'ai une petite idée de ce que je voudrais faire pour arriver au point que je veux. C'est plus facile d'aller vers l'autre avec cette clarté-là qu'en étant dans cette espèce de brouhaha que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc les personnes finissent, quand on leur dit « mais qu'est-ce que tu voudrais ?» Elles ne savent pas.
puis comme elles ne savent pas que nous on sait, ben, c'est pas grave, on va savoir pour elles. Après, c'est plus sympa parce qu'on peut aussi se distribuer les rôles. Par exemple, entre hommes et femmes, on se distribue les rôles. Alors toi, tu sais pas pour ça, mais ok, tu peux prendre la main là-dessus. Moi, je vais savoir pour autre chose. Donc, c'est une espèce de troc. Mais c'est rare que les négociations se fassent vraiment à plusieurs et qu'on ait du pouvoir avec les autres. Au lieu d'en avoir sur, et puis un effet boomerang, après, ben non, maintenant, c'est moi qui vais avoir le pouvoir sur toi, sur ce sujet. Et les enfants savent très bien faire ça aussi. Bon, c'est toi qui as décidé aujourd'hui, alors moi demain c'est moi qui déciderai ce qu'on fait là. Pourquoi pas? C'est du troc. C'est du troc, mais c'est pas une communication ou un réel échange. On va pas aller contacter le sens, on va pas vérifier. Puis parfois, du coup, on arrive à trouver des solutions qui satisfont ni un côté ni l'autre. Ça peut arriver aussi. Donc c'est souvent à ça que ça ressemble. Donc il y a déjà à avoir de la clarté avec soi-même. Et du coup, quand on est un peu plus tranquille, on peut rejouer ce jeu d'empathie qu'on connaissait avec les bébés. Au lieu de considérer que l'autre est un emmerdeur fini, on va pouvoir essayer de savoir si lui aussi est une personne humaine et que si on va sur son terrain et si moi je sais de quoi il fait le mien, mais comment on va pouvoir créer un truc à deux qui sera même peut-être plus enrichissant que ce que j'avais pensé tout seul avant de mon côté. Ça demande un peu d'entraînement. Mais j'imagine que ça vous parle aussi. Il y a quelques décisions que j'ai prises dans ma vie ou dans ma vie de couple qui étaient vraiment très parlantes de cette façon-là. Quand je dis aux gens, chez nous on a un poêle, on l'a vraiment choisi à deux. Je me souviens, mais c'était une victoire énorme entre le tirer d'un côté, tirer de l'autre, tirer d'un côté, tirer de l'autre. Mais ce truc-là, quand on l'a acheté, on a tout vérifié. Ce qu'on voulait qu'il fasse, la taille qu'on voulait qu'il ait, la couleur, enfin tout, le fonctionnement, tout. Tout s'est décidé à deux. Et c'était génial. Aller faire un achat comme ça, c'est bien. J'imagine que vous connaissez aussi aller dans un magasin, faire des achats à deux, avec un qui voudrait un truc et l'autre qui voudrait un autre, et on se retrouve avec la tête posée sur les jambes, et un coup c'est l'un qui gagne, un coup c'est l'autre. Mais c'est pas très satisfaisant de fond. Ça vous parle aussi, ça? Oui. Donc l'autonomie, on peut la récupérer déjà en se récupérant soi-même. Voilà. Et en récupérant cette assise-là intérieure, on peut récupérer aussi la qualité de relation avec l'autre. Alors je vais vous proposer un petit jeu. Après vous en faites ce que vous voulez. Est-ce que vous pouvez imaginer quelque chose un choix par exemple, que vous avez eu à faire, ou que vous avez fait juste là, ou que vous aimeriez faire? Pas le choix de votre vie, enfin, je veux dire, pas avec qui vous allez finir vos jours, mais en tout cas un choix, voilà, un choix quel qu'il soit, changer une machine à laver, aller s'acheter une jupe ou un pantalon. Bénéfique ou pas forcément? Non, n'importe, ce que vous voulez. Ça a marché ou ça n'a pas marché. Et regardez comment ça s'est passé. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées dans votre tête et que vous vous êtes raconté ou que vous vous racontez? Ou est-ce que vous arrivez directement à percevoir toutes les choses que vous aimeriez voir satisfaites par exemple, cet achat-là ou ce choix-là? Est-ce que vous pourriez juste rester un petit peu? Je vais vous laisser, ça me permettra de boire aussi. Juste avec quelque chose qui serait un choix. Et essayer de savoir tout ce que ça pourrait satisfaire. Et si jamais vous avez des petites idées ou des petites personnes qui arrivent et qui auraient des avis sur cette affaire-là, laissez-les faire aussi, raccompagnez-les. Et juste essayer de pointer ça. Ça vous va de faire ça? Juste pour essayer? Puis ceux qui n'ont pas envie, ils prennent juste du temps pour eux. Ok, je vous laisse faire ça. Je vois qu'il y a des personnes qui s'éventent. Si vous avez trop chaud et si on peut mettre de l'air, si c'est le cas pour tout le monde, mais j'ai peur que vous attrapiez froid aussi, mais moi j'ai chaud. Mais
J'ai la sensation que ça remet beaucoup de choses, mais je ne sais pas si vous avez fait exactement ce que je vous ai proposé, mais comme c'était qu'une demande, c'est pas très grave. Mais comme c'est quand même ce que j'avais demandé, je vais continuer mon fil, à moins que vous ayez des questions absolument brûlantes que je veux bien prendre maintenant, même si on va en prendre tout à l'heure. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des questions ou des choses que vous aimeriez dire absolument brûlantes pour vous là maintenant? Non? Pas? Ça va? Oui? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait nous offrir cette histoire-là d'un choix et de comment ça se passe à l'intérieur de lui ou d'elle? Ça ne sortira pas d'ici. Mais vous êtes nombreux, ça fera quand même 70 personnes. Hein. Quand on dit ça en atelier, on est 8-10, ça va encore, mais... Oui? Ça vous va? Moi, ça me fait ok. Oui, c'est bon. D'accord. Alors, en gros... Vous entendez assez ou... Non, d'accord. Alors, vous voulez vous lever avec moi pour le plaisir? Montrez-moi seul. Alors, le choix en question, c'était choix de où j'allais partir en vacances. Donc, en fait, on avait organisé les vacances en famille, ça s'était fait, et il se trouve que je libère une semaine qui n'était pas prévue. Et donc, il faut que je me décide sur ce que j'allais faire pendant cette semaine-là. Et j'avais très envie de partir de faire quelque chose toute seule, sans les enfants, sans mon mari, et voilà. Et j'étais très claire sur le besoin que ça allait combler chez moi, que j'avais besoin de me retrouver, que j'avais besoin de m'isoler, que j'avais besoin... Enfin voilà. Et en même temps, j'avais au milieu, mais ça veut dire que tu demandes à Julien de garder les enfants. Et dans la tête, j'avais en même temps, il me le doit bien, je garde tout le temps les enfants. Enfin, non mais ça discute, mais c'est normal. J'avais tout ce truc-là et j'ai fini par réussir à dire... En me disant, je vais pas dire genre, en me disant juste, je vais dire de quoi j'ai envie, et voilà. Et en fait,
Enfin, ça s'est bien passé. Donc, Ça s'est bien passé. Ouais, ça s'est bien passé. Ça aurait pu aussi moins bien se passer. Tout à Mais en fait. tout cas, c'était clair pour vous. Et moi, je pense que j'aurais dégainé mon... Ouais, mais bon, quand même. Voilà. Je pense que j'étais prête à dégainer. Dans le bon quand même et dans les arguments du troc. Hein, parce qu'on a des arguments de troc quand c'est comme ça. Hein. Et je pense qu'il a probablement pas dégainé parce qu'il devait se douter que j'allais dégainer. On a des armes lourdes. Mais non, mais il est très souvent absent, donc il garde beaucoup les enfants. Je suis toujours souvent beaucoup en charge de RMI. Donc quand je... Et il sait que des fois, je trouve ça difficile. Oui. Donc c'est des discussions qu'on peut avoir régulièrement de manière assez posée. Donc il sait bien que... Enfin, il se doute que quand je lui demande est-ce que ça le dérangerait de pouvoir garder les enfants une semaine parce que j'ai vraiment envie de faire ça, parce que ça a tel sens et tel... Hein, il se doute que s'il me dit non, je vais faire genre... donc je pense qu'il pèse un peu les patates de ce que ça va... Voilà. Votre prénom, c'est Bénédicte. Bénédicte. Ce que raconte Bénédicte, c'est ce qui se passe à peu près habituellement à chaque fois qu'on a un choix à faire. On a des petites affaires qui se racontent, mais on sait aussi quand même un petit peu quels sont les enjeux. Voilà, pour elle, enfin, vous me dites hein, si je me trompe pas, mais ce qui était important pour vous, le maximum, c'était d'avoir de la tranquillité et du repos. Hein. Et du coup, ça se traduisait par pouvoir s'isoler, prendre du temps tout seul. Enfin bon, et après, ça peut prendre des formes encore plus concrètes, voilà. Mais c'était la préoccupation principale, voilà. Et en même temps, il y en avait aussi une autre qui n'est pas que l'affaire de l'autre personne, qui est, voilà, j'ai besoin d'aide et je voudrais du soutien parce qu'il y a aussi des enfants à garder. Alors c'est là que, où on est au clair avec notre demande et avec nos besoins et on les trouve légitimes, ou alors on essaie de les légitimer d'une manière extérieure. L'autre, lui, il a eu ça, voilà, et alors c'est là qu'on se met à comptabiliser un petit peu les affaires, où il pourrait bien quand même, où aujourd'hui les hommes sont quand même plus évolués qu'avant, ils peuvent quand même bien s'occuper d'enfants, même si avant il n'y avait que les femmes qui, on n'en est plus là. Et alors on arrive avec une foule de choses. Le problème de ce qu'on se dit à ces moments-là, c'est un peu comme le système économique actuel, c'est que ça fait une bulle. Et si l'autre dit oui, tant mieux, il est d'accord de satisfaire mes besoins et d'y contribuer, ouf, nous sommes sauvés. Peut-être jusqu'à la prochaine fois où lui demandera, parce que lui aussi il compte, hein, il ne faut pas se... Hein tant qu'à faire. Bah oui, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Mais s'il dit non, voilà. L'important c'est d'arriver à mettre du sens. Voilà. Si on dit à la fois, je veux pouvoir me reposer et être tranquille, et j'ai aussi besoin d'aide, et j'ai conscience qu'il y a les enfants à garder. Voilà. On a deux besoins qui sont évalués. Il ne faut surtout pas, excusez-moi, il ne faut surtout pas se culpabiliser. Eh oui, mais alors ça va être compliqué. Parce que parfois, on aimerait savoir tout seul répondre à deux affaires en même temps. Et parfois, on n'y arrive pas. Voilà. Donc, parfois, déjà, on ne le sait pas trop. Mais parfois, on n'y arrive même pas. Et on n'a pas du tout envie de demander de l'aide. Ou on ne trouve pas que ça serait légitime d'avoir de l'aide et du soutien. Alors, ce qui aide dans ces cas-là, c'est une différenciation clé qu'on fait en communication non violente, c'est-à-dire qu'on sépare ce qu'on appelle les besoins et les stratégies. Que votre compagnon garde les enfants, c'est une stratégie. Voilà. Quand on est au clair que c'est une stratégie et que nous, ce qu'on veut, c'est juste que notre besoin soit satisfait et qu'il y a peut-être une foule de stratégies à la disposition de ce besoin, ça devient plus facile. Parce que sinon, on va vers l'autre avec cette espèce de bulle déjà de tout ce qu'on s'est raconté, et le poids de l'exigence que c'est de croire que la solution ne passe que par l'autre. Et ça devient infernal. Donc si, avec cette clarté que peut apporter la communication non violente, vous arrivez déjà à découpler les besoins des stratégies, vous allez gagner en paix intérieure. Voilà. Parce que quand on va vers quelqu'un, et c'est comme si on avait un couteau sous la gorge et on le lui met aussi. Donc ça, c'est assez infernal pour arriver à négocier une forme, parce qu'on arrive tendu, et donc c'est absolument pas aidant. Après, on a une foule d'armes, je vous les laisse apprécier. Je me souviens d'un petit garçon qui était venu à un atelier une fois, et moi j'avais dit, je veux bien que vous veniez, c'était des ateliers de communication, je veux bien que vous veniez à des ateliers à condition que vous ayez vraiment choisi d'y venir. Voilà, je comprends bien que pour vos parents ça a du sens, ils ont très envie que vous participiez à ces ateliers, mais pour moi c'est capital que ça ait un sens pour vous et que vous ayez vraiment envie.
Donc on a fait le tour et il y a un petit garçon qui m'a dit ben moi je voulais pas. Et alors je lui ai dit mais comment ça se fait que tu es là? Alors lui c'était par la peur de la punition en fait, ou par la peur des conséquences. Et du coup, ben, il a quand même eu un peu envie de faire plaisir à son père, mais enfin on sentait que ça rechignait dedans. Et je lui ai dit mais comment il a fait ton papa alors pour faire en sorte que tu arrives jusque là? Et là il m'a dit il a pris les grands moyens. Alors moi j'habite pas chez lui, je sais pas ce que c'est les grands moyens, mais j'ai quelques petites idées sur ce que peuvent être les grands moyens. Et je les ai pas donnés aux enfants. J'ai eu le plaisir de les découvrir par leur bouche et ils ont juste décrit toutes les stratégies diverses et variées qu'on leur apprend consciencieusement sans s'en rendre compte. Alors je vous les donne, la séduction, la manipulation, l'apitoiement, le chantage, enfin bon, toutes ces formes-là qui font qu'on n'arrive pas à faire des demandes directes et tranquilles aux personnes. Donc eux, ils apprennent ça. Ils apprennent ça. Alors ils ne peuvent pas encore nous punir, mais bon, ils se vengeront à l'adolescence, c'est pas grave. Plus tard, sur un conjoint, ou bon, voilà. Donc quand on a une foule de choses qui nous arrivent, toutes les critiques, tous les jugements, voilà. Ce qui est intéressant, c'est pas de les renvoyer à la porte en leur balançant un grand coup de pied, c'est aussi de savoir de quoi ils sont faits. Voilà. Bien sûr qu'on va demander de l'aide à quelqu'un d'autre dans le cas de Bénédicte. Mais on a aussi envie de prendre soin du bien-être de l'autre. Quand on culpabilise, c'est ça aussi. Eh bien, on le dit. Et c'est aussi simple que ça. Voilà, j'ai vraiment besoin de repos. Je voudrais vraiment avoir de la tranquillité. Et à mon avis, ça implique que je n'ai pas les enfants avec moi. J'ai besoin d'aide pour ça. J'imagine que ça pourrait passer par toi. Je n'ai pas encore entrevu d'autres solutions. Mais je me rends compte aussi que j'ai vraiment aussi envie de contribuer à ton bien-être et que tu ne te sentes pas coincé, que tu as la liberté de dire non. Et bien déjà, il y a tout ça dans ce qu'on a envie de partager à l'autre. Et du coup, ça prend une autre couleur. C'est-à-dire que moi, j'exprime mes besoins. Je peux aussi aller un peu sur le terrain de l'autre et exprimer voilà, l'empathie que j'ai pour ce qui peut se passer pour lui. Et puis, on va lui donner l'espace pour que lui aussi puisse se dire comment c'est pour lui, comment il est avec cette demande-là. Et c'est là qu'on se met à faire ce qu'ils appellent en communication une danse, mais c'est vrai que le mouvement est assez joli. Il y a une espèce de va-et-vient entre soi et l'autre. Mais on essaie de le faire, on essaie bien sûr de le faire. Et parfois ça marche. Mais ce qui est compliqué et redoutable, alors je n'ai pas les accessoires, je vous le fais sans les accessoires, c'est comme si moi j'étais assise à ma place, sur ma chaise, je sais ce qui est bon pour moi, je sais ce que j'ai envie de demander, et puis il y a l'autre en face que je vais avoir à rencontrer. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est plus facile d'aller vers quelqu'un d'autre quand on est au clair avec soi-même. Quand déjà la communication entre soi et soi est non violente, qu'elle est apaisée, tranquille, parce que sinon il se passe quoi? Je vais aller sur le terrain de l'autre. Mais s'il ne dit pas oui tout de suite et s'il commence à soulever un truc, je vais revenir avec ma chaise, je me la garde collée aux fesses et je pars avec sur le terrain de l'autre. C'est-à-dire que je vais bien essayer d'aller entendre comment se passent les choses pour lui, mais dès qu'il va dire ah oui mais tu te rends pas compte, non mais attends mais moi j'en peux plus, j'ai passé une année entière à bosser comme une tarée et voilà. Je dis mais attends, je t'ai jamais dit ça, je te dis juste que là, oui mais enfin moi je sais bien comment. On peut pas se lâcher. Parce qu'on n'a pas assez de sécurité qu'on ne va pas lâcher ses propres besoins. On l'a fait tellement de fois. On a tellement lâché nos affaires pour faire plaisir à d'autres. On a tellement cru que notre bien-être passait tout le temps par le désir de l'autre, par le bien-être de l'autre, sans tenir compte d'une autre, que du coup, eh ben, quand on va vers l'autre sans cette sécurité-là et sans cette assurance, on est sans arrêt en train de trimballer nos propres affaires. Et du coup, on ne va jamais complètement sur le terrain de l'autre. C'est ça qui fait foirer souvent les négociations, c'est qu'en fait, on n'est jamais ou là, ou là. On est dans les deux endroits à la fois. Si vous avez fait le clair entre vous avant, c'est beaucoup plus facile d'aller négocier avec quelqu'un d'autre à côté. Si vous avez trié un peu entre toutes les voix qui vous arrivaient, ah mais quelle mauvaise mère je suis si je laisse mes enfants pendant une semaine. Et que va dire ma mère qui elle a passé tout son temps, toutes ses vacances et tous ces trucs et tout ci et tout là. Ou, enfin, et j'en passe et des meilleurs. Donc ça c'est infernal. Donc on peut aller chercher, voilà, tout ce qui est important pour nous, tout ce à quoi on a envie de contribuer aussi pour les autres et tenir compte de soi et aller avec une demande, voilà, et qui va être négociable. Mais elle sera d'autant plus que j'ai séparé cette histoire des besoins et des stratégies. Sinon, je suis coincée. Des stratégies, c'est dans la tête, c'est les réponses, c'est les solutions. J'ai une idée que, et je vais passer à l'acte comme ça. Non, non. J'ai des besoins, je vais les mettre là, l'autre va mettre les siens, et on va voir ensemble comment on peut y répondre. C'est beaucoup plus facile. Ça vous parle? Oui?
Vous voulez échanger aussi là-dessus ou plus Moi, je sais pas. c'était plus sur la relation à soi-même. Oui. Pour faire des choix soi-même. Oui. Entre soi et soi. Entre soi et soi. Parce que très longtemps, ça a été des choix en fonction effectivement des petites voix, trucs. Oui. Et maintenant, j'arrive à un moment où j'ai envie de faire mes choix par moi-même. Oui. Et de me connecter un petit peu. Mais des fois, je ne prends pas le temps suffisant. J'ai tellement peur de ne pas arriver à faire mes choix. Je me dis, si je prends encore trop de temps à me poser des questions, je risque de me laisser pouvoir autre chose, de ne pas le faire. Et des fois, je vais peut-être même très trop vite. Oui. Donc, il y a encore un ajustement à faire, même avec moi. Oui. Ce qui est intéressant aussi dans ces cas-là, c'est de se donner des priorités. Parce que parfois, il y a une foule d'ingrédients qu'on a envie de mettre. Et peut-être, je ne vais pas pouvoir répondre à tous. Mais si je me dis, voilà, le plus important pour moi, c'est quoi? Déjà, rien que ça. Ça fait du tri. Par exemple, moi, j'ai pris la voiture pour venir ici. Bon, c'est un choix. Alors, j'ai besoin de me déplacer pour aller à l'espace Mounera. Soit. Je fais quoi? Il a l'air idiot, ce choix-là. Mais je peux avoir une foule de choses qui m'arrivent. D'abord, je peux y aller alors à pied, ça serait un peu long, mais c'est une possibilité. Je peux y aller à vélo, je peux y aller en voiture, je peux y aller en voiture éco-voiturée, je peux même prendre une voiture électrique ou une voiture à essence. Enfin, j'ai un choix quand même qui est assez multiple. D'accord? Selon ce que j'ai à faire, ce que j'ai à apporter, mon niveau de fatigue, le temps que j'ai, il y a des ingrédients qui contribuent à faire des choix. Mais même en ayant cette visibilité-là, on n'y arrive pas toujours parce que j'ai une foule d'informations qui m'arrivent. Attends, ma copine écolo, elle qui vient du Bousca à vélo, comment... C'est redoutable. Bah oui, c'est redoutable. Alors après, ça va loin, si, non, mais moi je suis comme tout le monde, mais ça dépend de la place qu'on leur laisse à ces affaires-là. Parce que, bon, je dis, bah, c'est pas grave, j'ai une voiture électrique, alors ça polluera pas. Ah oui, mais alors, il y a quand même quelqu'un qui m'a dit que de toute façon, c'est une voiture nucléaire. Ah, mais moi, je m'en fous, madame, j'ai la réponse, parce que figurez-vous que j'ai des panneaux solaires sur mon toit. Donc, voilà. Et on est sans arrêt en train de discuter de toutes ces choses-là. En fait, moi, c'est quoi mon truc? Voilà. Ce soir, j'avais un peu la crève. Donc, j'avais besoin de ne pas prendre froid, de m'occuper de ma santé. J'avais besoin d'arriver assez en forme et de ne pas être complètement crevée et en âge. Voilà. Et donc, j'ai pris ces priorités-là. Et il y avait une histoire de temps aussi, parce qu'il y avait une course à faire avant et que donc, je disposais d'un certain temps. Une fois que j'ai ça, le choix se limite quand même grandement. Donc voilà, j'ai aussi pris en compte mon besoin plus écolo, mais je l'ai fait d'une certaine manière. Et une autre fois, je ferai un autre choix parce que j'aurai d'autres priorités. Et ça varie dans le temps. Mais c'est important de pouvoir tous les poser. Par contre, il y a des écueils partout, c'est-à-dire que comment on se sent avec les choses, on n'a peut-être pas trop été habitué à utiliser ce canal-là pour savoir. Des besoins, on n'a parfois pas eu trop l'habitude de les connaître. Hein. Il a fallu souvent parfois les mettre de côté, donc c'est un peu difficile de les faire réémerger à la surface quand on a eu l'habitude de les tasser un peu. Hein. Et puis on a des inconvénients les uns et les autres. Par exemple, il y en a certains qui sont plus à l'aise avec des sentiments de tristesse, d'autres qui ne pourront jamais se mettre en colère parce que pour eux c'est infernal, ils ont plein d'avis sur cette affaire-là. On ne peut pas se mettre en colère, c'est absolument redoutable, c'est violent. Bon, moi, qu'est-ce que je fais si j'éprouve de la colère? Je suis fichue. Et si je vais voir de quoi elle est faite, quels sont les enjeux qu'il y a, quels sont les besoins qui ne sont pas satisfaits et qui font que je hurle, les bébés aussi sont en colère parfois. Donc je vais accueillir ça de la même manière, bienveillante que celle que j'accueillais quand je m'occupais d'enfants plus petits. Et si les éléments extérieurs qui m'arrivent ont du sens, je vais les accueillir aussi. Peut-être qu'ils vont m'offrir de la richesse pour ma réflexion et pour pouvoir mesurer. Mais si ce sont juste de vieilles histoires qui m'encombrent et qui ont plus de sens pour moi, je vais aussi le vérifier. J'ai un beau-frère qui est passé à la maison le week-end dernier et je l'ai trouvé très touchant parce qu'à un moment donné, il a regardé son fils et il a dit « C'est pas un petit moi-même ». Alors c'était à la fois émerveillant, puis on sentait que quand même ça allait être compliqué cette affaire. Bon, le petit moi-même à 5 ans, il commence déjà à avoir du répondant. Il y avait ça, et puis après il est allé plus loin et il a dit « Bon, j'ai connu l'éducation que mon père m'a donnée,
Je vois à peu près à quoi ça ressemblait aussi ce que ma mère a essayé de m'offrir. Mais finalement, moi, ce que j'ai envie de donner, je ne sais pas trop au milieu de tout ça. Est-ce que je vais élever mes enfants ou est-ce que je vais accompagner des enfants ou d'autres personnes comme moi, on m'a élevé parce que ça a du sens pour moi ou parce qu'on l'a fait et que je ne connais rien d'autre? Si ça a du sens, je le garde. Mais si ça n'a pas de sens. Et ça, c'est pas facile à trier. Quand j'étais enseignante, j'ai animé un atelier avec des parents. Il y a une dame qui a passé plusieurs ateliers à désencombrer une situation hyper conflictuelle avec son fils parce qu'elle voulait absolument qu'il mette des chaussons. Pourquoi pas? Ça peut contribuer à une foule de choses. Mais visiblement, c'était pas là que ça se passait. Et puis comme l'enfant résistait, elle aussi, elle avait du mal à savoir à quoi elle tenait autant que ça. Et elle a rajouté, d'autant plus que moi, je me promène très souvent en chaussettes ou pieds nus. Alors là, ça devient un peu compliqué. Mais, pour le bien-être de son enfant, ça contribuait vraiment à sa santé, à son confort, à une foule de choses, qu'il puisse avoir des chaussons aux pieds. Jusqu'à ce que on puisse aller voir, et ça a pris quand même quelques ateliers, ce qu'elle mettait derrière. Et elle a fini par le trouver. Et du coup, la problématique chaussons s'est envolée. J'avais son fils en classe, il ne m'a pas remercié, mais je m'en fiche royalement. Mais en tout cas, c'était réglé. Parce qu'elle s'est rendue compte que le seul truc qui lui donnait très très envie que son fils mette les chaussons, c'était que si jamais sa mère se pointait à la maison et si elle le voyait sans chaussons, alors qu'il y avait toujours eu les chaussons à la maison, elle considérait que sa fille était une mauvaise mère. Alors ça, c'est un détail. Moi, j'entends dire c'est fou, mais c'est plein de fois comme ça. Elle ne s'est pas dit le fait que je ne mette pas de chaussons, mon gamin, il sur moi, toi, il fait pareil. Elle s'est pas dit ça, maman? Non. Non. Encore le message contraignant. Non, elle ne voyait pas pourquoi. Lui, il ne voyait pas pourquoi. Et elle disait, bah, pour ça, pour ça, pour ça. Elle se disait, mais si ça a du sens pour moi, ça pourrait en avoir pour lui. Si ça avait été le cas, je pense réellement qu'il aurait peut-être contribué à ce que les chaussons soient aux pieds. Mais si ça n'en a pas du tout, les enfants, je trouve qu'ils sont redoutables pour ça. Ils ne vous lâchent pas jusqu'à ce que ça ait du sens. Et alors parfois, il y a des décisions qui tiennent dans le temps et tant mieux parce qu'elles ont du sens pour nous. Et puis les autres, au lieu de se battre avec et de se battre avec les autres, on les lâche. Et puis c'est tout. Et puis les chaussons, c'est une stratégie. C'est une stratégie pour être reconnue comme étant une bonne maman. Pour avoir de la considération. Mais c'est pas le seul. Donc du coup, ça laisse du choix. Voilà. Mais il y a du temps pour trier les affaires à l'intérieur de nous avant de pouvoir être au clair et de pouvoir en négocier quelque chose de manière claire avec les autres. C'est vrai qu'on n'est pas très habitué. Mais pourtant, on sait faire. Moi, en plus de ça, pour faire des choix, parce que souvent ça a été dur de faire des choix, j'avais comme idée qu'il n'y avait qu'un seul choix, un bon choix. Eh oui. Alors ça, c'est atroce. Eh oui. Parce que toujours avec cette menace, si je fais le mauvais choix, ma vie est foutue. Même pour des conneries du style de choisir des chaussures, ça pourrait être ça. Hein. Oui. Ou un frigo. Je me suis pris la tête pour choisir un frigo. Je me dis, si je le prends avec que 3 étagères ou 4, j'en dormais pas la nuit. Eh oui. C'est affreux. Oui. Oui. Mais ce truc de dire, il n'y a qu'un seul choix possible. Alors que maintenant, on va expérimenter ça. Puis après, il y a plein de stratégies possibles. Et plus vous êtes à l'aise avec le fait qu'il y en a plein, et plus l'erreur est acceptable, et plus vous êtes tranquille pour savoir quelles sont vos priorités en termes de besoins ou pas. Il ne pourra peut-être pas tout avoir, le réfrigérateur. Mais bon, il aura au moins les critères prioritaires que j'ai envie qu'il ait. Ou que nous avons envie qu'il ait ensemble. Voilà. Ça va pour vous ? Alors il y avait des choses que je voulais vous partager parce que je parlais de pièges tout à l'heure. Il y a ce piège de confondre les besoins et les stratégies. Il y a le piège aussi de... Alors moi j'aime bien le mot ressenti.
parce que moi je le trouve direct. Quand il vous arrive quelque chose, vous avez un ressenti. Après, c'est très très rapidement récupéré par la tête. Alors la tête, je l'adore, mais je l'adore pour ce qu'elle est faite. Et c'est tout. Mais si quand je vis quelque chose et que je me mets à dire, je sens que ça va pas être si, je suis déjà en train de penser. Mais j'ai pas accès à ce qui s'est passé pour moi, à comment j'ai vécu l'affaire. Parce que ce truc-là, ce ressenti-là, est un magnifique voyant sur le tableau de bord de notre état général. Voilà. C'est lui qui va nous dire s'il y a tel besoin ou pas qui est satisfait, s'il y a telle valeur ou pas qui va être en jeu. Voilà. Donc cette affaire-là, elle est importante à saisir parce que c'est une espèce de faux ami, voilà, où on va aller vers quelqu'un et puis je sens que tu... Alors oui, bah, c'est une impression, c'est une évaluation qu'on a sur l'autre. Mais c'est pas aller sur son terrain pour savoir comment il est avec cette affaire-là qui nous occupe à tous les deux. C'est différent. Il y a une chose aussi qui est un élément clé dans la communication non violente, je vous le laisse apprécier parce que vous le connaissez, c'est la différence entre des demandes et des exigences. Alors les exigences, et on en revient à l'histoire de l'autonomie et de comment on accompagne un jeune, c'est passionnant quand il y a une question de sécurité qui est en jeu. Moi, c'est clair que s'il faut traverser la rue, je ne vais pas expliquer pendant 3 heures à mon gamin comment il va pouvoir traverser la rue sans me donner la main. Il y a une voiture qui passe, j'attrape sa main, je le retire de la chaussée pour le remettre sur le trottoir. Ça s'appelle une exigence. Et on en a plein dans la vie pour une foule de raisons. Voilà. Soit parce qu'on a des besoins prioritaires et qu'on n'a pas du tout envie de négocier avec et auquel cas il vaut mieux annoncer la couleur, soit parce qu'il y a une question de sécurité. Mais si vous êtes dans l'exigence tout le temps, c'est comme l'histoire de Pierre qui criait au loup, et bien au bout d'un moment on ne les entend plus. Donc c'est capital de pouvoir faire des demandes, et des demandes sont négociables, et de faire des exigences quand vraiment elles sont nécessaires. Parce que du coup, ça en détermine le caractère d'urgence et les personnes se disent « Oula, il y a un truc là, il faut quand même que je m'en occupe parce que ça a l'air d'être vraiment important pour cette personne. » Mais si vous avez quelqu'un qui est en train de râler sans arrêt et pour qui tout est des exigences, au bout d'un moment, ça passe. On devient sourd à ce qu'il raconte. Parce qu'on a besoin de tranquillité, parce qu'on a besoin de liberté. Donc l'exigence vous enlève une satisfaction particulière d'un besoin qui est celui de liberté. Si vous exigez de vos enfants quelque chose ou si vous exigez d'un compagnon ou de gens avec qui vous travaillez des choses, bah, peut-être qu'il va vouloir faire du troc lui aussi, mais surtout vous le privez d'une chose magnifique dans les relations humaines, c'est de l'envie qu'il peut avoir de contribuer à votre bien-être. Vous ne lui laissez pas le choix. Vous ne lui laissez pas le choix de vous faire ce cadeau-là. Et le cadeau, il peut se faire surtout si c'est une demande. Alors, il y a un moyen infaillible pour savoir si vous faites des demandes ou des exigences. Je l'aime beaucoup. Vous avez une demande, ok, la personne est en face, vous la lui faites, et elle vous répond non. Si jamais vous lui faites la tête, c'est que c'était une exigence. Parfois, on ne le sait que là. Mais si ça n'était une, il valait mieux annoncer la couleur. Comme ça, au moins, on apprend à différencier ce que sont des vraies demandes et ce que sont des exigences. Ça a l'air de vous parler aussi. Bon. Je connais même. Je ne sais pas s'il y avait d'autres choses. Oui. Face à des personnes qui n'ont que des exigences et qui communiquent uniquement par l'exigence, on doit quand même communiquer avec elles. Oui. Comment on peut faire? Quand vous dites vous devez, dans le cadre professionnel par exemple. vous vous sentez coincé? Ouais. Qu'est-ce que vous aimeriez? À la place, qu'est-ce que vous aimeriez à la place? Un peu de respect, d'écoute. D'accord. Et pas simplement toujours dans le même sens, c'est toujours moi. Ok. Et qu'est-ce que vous voudriez qu'elle fasse, du coup? Si vous arriviez à avoir ce respect, qu'est-ce que vous aimeriez qu'elle fasse? Autrement que par geste, que c'est une patiente pour moi, je suis affichée. D'accord. Et quand j'arrive chez elle, par exemple, que je dis « Oh, il fait chaud aujourd'hui », des choses très bêtes pour arriver à communiquer, elle dit « Je m'en fous, je sors pas ». Ouais. D'accord, sympa. Alors, du coup, on va pouvoir parler. C'est épuisant.
Alors, il y a deux choses. Soit vous faites ce qu'on est en train de faire là, c'est-à-dire vous partez de cette situation, quand vous faites ça, voilà, et de manière très observable, voilà, moi je suis pas à l'aise, ou je me sens coincée, et j'ai besoin de respect, et voilà, et j'adorerais que vous puissiez me parler autrement que par geste, et je vous invite à faire une demande assez précise pour que la personne passe pas à côté de ce que vous voulez réellement. Alors il y a deux solutions, Ou la personne est capable d'entendre ça, ou elle n'est pas capable de l'entendre. Et si elle n'est pas capable de l'entendre, il n'y a pas 36 solutions. C'est que vous savez ce dont vous avez besoin, vous êtes au clair avec ça, et petit à petit, vous allez essayer de gratter pour que vos besoins soient satisfaits. Mais ils ne le seront que quand la personne en face, qui est de l'autre côté, va pouvoir être entendue dans ce qui hurle à l'intérieur d'elle. Ça veut dire aller sur le terrain de l'autre. Et parfois pour ça, on a besoin de ce qu'on appelle de l'auto-empathie ou du soutien d'ailleurs. Parce qu'il y a des personnes comme ça qui peuvent être assez pompantes en énergie parce qu'elles ont une telle soif, ça hurle tellement. Vous imaginez, vous arrivez, vous êtes une infirmière et vous êtes là pour elle. Vous êtes là pour elle. Vous êtes là a priori pour contribuer à son bien-être, à sa santé. Si ça se trouve, elle a une vie qui fait que voilà, elle a su que hurler tout le temps parce que si elle râle pas tout le temps, elle obtient rien. Voilà. Et donc il y a à aller sur le terrain de l'autre personne. Est-ce que ça se vide assez cette affaire-là? Parce qu'elle aussi, elle est dans l'exigence. Elle ne sait pas s'exprimer autrement que comme ça. Elle n'a aujourd'hui pas d'autre choix que ça. Donc c'est compliqué d'avoir de l'empathie pour ça. Voilà, il faut s'en offrir beaucoup avant. Voilà. Et il n'y a que cette solution-là. Ou vous pouvez rester sur votre terrain et être entendu, ou vous pouvez aller sur le terrain de l'autre. Il arrive un moment où on n'a plus la capacité d'offrir cette empathie à l'autre. Oui. On sature. Oui. Eh bien, dites-le. Dites-le. Ça ne sert à rien de tricher avec une personne de là où on en est, de minimiser ou de je ne sais quoi. Si vous en êtes au point de dire, écoutez, voilà, je suis désolée, la forme qu'il y a là, à la fois j'essaie de la comprendre, j'essaie de vous offrir du soutien, j'essaie de prendre sur moi, j'essaie voilà, de minimiser mes demandes et de faire avec ce que vous êtes. Mais là, force est de constater que j'en peux plus. Et si vous avez besoin de pleurer, parce que vraiment il faut que ça lâche, faites-le. Et dites-lui le sens que ça a. Et dites-lui à quel point vous adoreriez voilà, prendre soin d'elle et que c'est un vrai défi pour vous de le faire dans ces conditions-là. Même si vous comprenez qu'elle ne sait pas faire autrement, que vraiment ça devient difficile. Et demandez-lui comment elle est avec ça. Il n'y a que ces allers-retours-là. Voilà. Et si vous n'en pouvez plus, eh ben ça sera peut-être une exigence pour vous, pour votre bien-être, pour votre sécurité intérieure, de dire, écoutez, je vais demander à quelqu'un d'autre de... Voilà. Parce que j'en suis là. C'est important que les personnes sachent où ça en est. C'est ce que j'ai fait en fait. J'ai demandé à passer la main, mais mes collègues ne m'ont pas entendu en fait. Ouais. On peut serrer les fesses. Ouais. Voilà. Donc vous pouvez vous offrir du soutien vous pouvez aussi changer de collègue infirmière, mais bon, vous pouvez aussi essayer de voir si là-dedans il n'y en a pas quand même quelqu'une qui serait prête à, voilà. Parce que évidemment quand il y a des patients difficiles, ben, c'est clair que c'est plus facile d'y envoyer quelqu'un et puis il va se débrouiller avec. Mais ça c'est encore une autre... C'est une illusion de croire que les gens sont séparés et que votre problème n'est pas celui des autres. Parce que si jamais vous tombez malade, parce que vous n'en pouvez plus, il va se passer quoi? Elles auront le double de boulot. Bon, et ben voilà. C'est pas une menace. Si c'est là que vous en êtes, voilà, c'est important de dire que votre problème est aussi celui des autres. On est tous reliés. La difficulté de l'un, c'est la difficulté de tous. Et croire le contraire, c'est une illusion. Mais en même temps, il faut pouvoir l'exprimer. Et ce qui n'est pas facile. Et ça, je peux comprendre que c'est pas facile. Et en même temps, j'ai envie de dire, c'est un des apprentissages ou de réapprentissage dans la communication non violente, c'est de voir que la vulnérabilité qu'on peut offrir de soi est aussi un vrai cadeau pour tout le groupe. Alors ça, c'est pas un truc gagné, ça passe comme ça passe difficilement là, mais petit à petit, l'expérience nous montre que si. Et c'est une vraie opportunité. Ça peut vraiment contribuer à plein de choses pour plein de gens. Parce que dans votre affaire, bon, vous pouvez serrer, ok, vous serrez les dents, vous serrez les fesses, vous serrez ce que vous voulez. Le problème, c'est que quand il y en aura une autre patiente difficile, ah ben vous avez déjà donné, ben maintenant c'est le tour des autres. Enfin, on va se renvoyer les patates chaudes comme ça jusqu'à ce que collectivement on trouve une réponse qui satisfait tout le monde. Et on en revient au processus qui est décrit par la communication non violente.
on met les besoins de tout le monde autour de la table, on n'a pas la réponse encore, on essaie d'évaluer quelles sont les stratégies voilà, qui répondraient au maximum de choses, on les essaie, on est en apprentissage d'essai et d'essai, j'ai pas envie de dire même pas d'essai et d'erreur, hein, on ne fait qu'essayer jusqu'à ce que quelque chose puisse satisfaire tout le monde. Et on a intérêt à ça, tous, pas que vous, c'est pas que votre affaire, c'est leur affaire aussi. Et c'est aussi l'affaire de cette dame qu'elle entende que voilà, redonner ce qu'on a reçu à un moment donné, ou juste être dans cette souffrance-là et cracher sur ce qu'on vous offre en face, à un moment donné, ça a ses limites. Alors peut-être qu'elle a un certain âge, et peut-être qu'elle ne dépliera pas ses habitudes comme ça, elle ne les dépliera pas facilement, parce qu'en vieillissant, on a plus de rigidité, on a moins de capacité d'adaptation, mais c'est important qu'elle l'entende. Parce que peut-être du coup, vous pouvez aussi entendre autre chose. Si elle sait jusqu'à quel point ça n'est pour vous. Donc on était avec les demandes et les exigences. Moi j'avais une question. Oui. C'est comment, en fait, une exigence, enfin un truc, le même sujet peut faire l'objet d'une exigence un jour, je parle avec mes enfants par exemple, oui. Faire l'objet d'une exigence un jour et le lendemain d'une demande. Oui. Genre, ce soir on prend une douche, il n'y a pas oui. tu files à la douche. Et puis le lendemain, il n'y a pas de problème, je sais pas, t'as pas eu sport, je sais pas quoi, on a fait une douche hier, enfin, voilà. Oui. Mais ça, j'ai l'impression que ça ouvre la porte à chaque fois que je vais représenter la question de la douche, de représenter la négociation possible. C'est épuisant. C'est vous qui choisissez où est-ce que vous avez envie de mettre votre énergie. Parce que utiliser son temps et son énergie à bon escient, c'est aussi un besoin. Donc vous pouvez dire, pour la tranquillité de maman, eh ben, on va dire qu'on prend des douches tous les jours, voilà, comme ça la question ne se reposera plus. Et exceptionnellement, quand vraiment vous n'êtes pas sali du tout, et ben là, peut-être qu'à ces moments-là, il se passera autre chose. Je ne sais pas quelle est... Ça, c'est une forme possible. Et c'est vous qui savez où vous avez envie de mettre le curseur pour vous. Bien sûr, il y a eux en face. Si ça rue trop dans les brancards, à un moment donné, vous serez aussi amené à aller sur le terrain de l'autre pour voir pourquoi ça hurle tant. Mais en même temps, vous avez vos propres besoins et vous avez à en tenir compte. Si vous trouvez que la géométrie variable est compliquée à gérer dans votre famille, eh ben vous en mettez quelque part et puis vous en mettez pas à d'autres endroits. Mais surtout, vous dites le sens que ça a pour vous. Moi, je peux pas tout négocier tout le temps. On fonctionne aussi avec du connu. C'est bien de mettre de la nouveauté dans les endroits qui sont moins satisfaisants, mais dans les espaces connus et qui roulent à peu près bien, on peut aussi garder ces habitudes-là, elles sont intéressantes. C'est si on est enfermé dedans et qu'on croit que ce sont les seules stratégies que ça devient embêtant. Surtout au moment où on a envie d'échanger, qu'on se dit que ce sont les seules. Mais ça fait partie d'un besoin de tranquillité ou de repos, que de ne pas avoir à discuter tout le temps les choses. Si vous regardez bien, les enfants aussi font ça. Parfois, ils te disent « Non, mais là, j'ai pas le temps, je joue. » Eh oui. Donc, parfois de la souplesse, et puis parfois, avoir de l'habitude, et puis savoir qu'on a cette sécurité, cette tranquillité, qu'on ne va pas rediscuter tous les trucs tout le temps. C'est comme l'heure du coucher, ou est-ce que tel jour on finit plus tard, ou est-ce que... Voilà. On peut dire en vacances, on fait autre chose, et puis pendant qu'il y a école, on fait encore un autre truc. J'ai pas dit que l'exigence n'était pas bonne. Ce que je veux vous dire, c'est qu'elle laisse moins de choix et moins de liberté. Voilà. Et parfois, on aimerait bien en avoir un peu plus. Mais si vous devez péter les plombs tous les soirs parce qu'il y a à rediscuter l'histoire de la douche, ça sera bénéfique pour eux que vous posiez une limite qui a du sens pour vous et pour eux. Ou que vous disiez, voilà, c'est une exigence et elle a tel sens pour moi et celle-là, je ne la négocierai pas. Au moins, ils seront au clair avec le fait que ça en est une. Donc, globalement, c'est vrai que de s'occuper des besoins et de soi et des autres, j'ai envie de dire pas par égal, mais de considérer qu'il y a une équivalence et qu'il n'y a pas des priorités. Alors, l'idée de dire, voilà, l'enfant est roi, pour moi, ça ne me va pas du tout, parce qu'il n'y aurait que ses besoins à lui qui seraient à prendre en compte. L'idée de dire qu'il n'y aurait que les parents, au contraire, c'est pas mieux, c'est autrement. L'idée de se dire qu'il y aurait des besoins d'adultes et des besoins de jeunes, c'est une aberration, parce que tout le monde, même moi, j'ai besoin de jouer, par exemple. Je joue de manière différente que quand j'étais enfant, mais j'ai besoin de jeu.
J'ai besoin d'ordre, oui, mais j'ai aussi besoin de tranquillité, de repos ou d'une foule de choses. On ne les satisfait pas peut-être au même moment, peut-être pas avec les mêmes priorités, mais on connaît tous ça. Donc les besoins, c'est quelque chose d'assez universel. Et il est important que chacun puisse prendre soin des besoins aussi des uns et des autres à part égale. Ça veut dire que l'autre est une personne. Et l'autre est une personne, même si elle est en phase terminale de je ne sais pas quoi. L'autre est une personne, même si elle est à moitié grabataire et très vieillissante. L'autre est une personne quand elle est bébé. Et c'est pas parce qu'on a écrit des livres dessus pour un certain âge et qu'on n'en écrit pas pour d'autres que ça n'a pas de valeur. De toute manière, c'est universel. Et c'est pour tout le monde. Donc on a vraiment tous intérêt, puisqu'on est reliés, à s'occuper et des besoins des uns et des besoins des autres. Et de les prendre en compte dans nos choix aussi, mais pas juste là, mais en négociant avec des autres personnes autour qui sont en jeu. Alors il y avait une autre chose que je voulais voir avec vous, c'était cette histoire de l'erreur. Il y a deux choses en fait qui me semblent importantes. C'est de faire une place royale à l'erreur, dans le sens à l'erreur et puis à ce que j'appelle la célébration. On parlait de la culpabilité. C'est compliqué d'être autonome et responsable quand on se vit comme coupable. Donc si on laisse un peu plus de place à l'erreur dans l'apprentissage et si on accompagne les personnes en relisant les expériences passées, en les aidant à les relire quand ils sont plus petits ou même encore après, et que du coup on apprend par nos erreurs, c'est vraiment là qu'on développe le plus notre conscience. Notre conscience, pas juste entre nous et nous, mais notre conscience globale. Donc c'est capital de redonner une place royale à l'erreur. Ça nous donne des marges de manœuvre, une liberté intérieure et une liberté avec les autres qui sont quand même particulièrement appréciables. J'ai le droit de faire des erreurs. Et je disais tout à l'heure, c'est même pas d'apprendre par essai et erreur, c'est d'essai et d'essai. Il y a des essais qui marchent et des essais qui marchent pas. Rien que le mot erreur, moi j'en suis même plus. Enfin, le mot de faute est une horreur pour moi, mais voilà, il n'y a qu'à voir dans les dictées, là, tant de fautes, et voilà, c'est ta faute. Bon, mais même l'erreur, le mot erreur, voudrait dire qu'il ne faudrait pas se casser la figure dans la manière dont on le prononce ou dont on le vit. C'est pour ça que moi je préfère appeler ça des essais et des essais. Il y a des essais qui marchent et des essais qui ne marchent pas. Quand un enfant apprenait à marcher, je vous reprends cette image-là, quand il se cassait la figure, vous lui disiez pas, ah ben alors franchement, alors tu t'es encore tombé là, depuis la dame. On fait pas ça. On fait pas ça, ben ça n'a pas marché, voilà. Et on l'encourage et on l'accompagne. Pourquoi les jeunes aiment autant les jeux vidéo? Vous vous êtes posé cette question-là? Moi, je me la suis posée un jour parce que le mien, il adore, et il adore toujours d'ailleurs. Mais les jeux vidéo, jamais ils vous disent, mais vous êtes complètement nuls. Vous avez planté. Non, non. Vous n'avez pas marché. Ben, voilà, comme tu dis, c'est essayer encore une fois. Vous avez même plusieurs vies pour y arriver, s'il le faut. Imaginez le luxe quand même. Bon. Mais c'est important de ne pas se culpabiliser avec ce qu'on appelle les erreurs. Parce que si on le fait, on n'a qu'une envie, c'est de les planquer. Et ça contribue ni à l'apprentissage, ni à la sécurité. Donc c'est vraiment passionnant de laisser de la place à l'erreur et d'arriver à en faire une relecture vraiment accompagnante pour que la conscience soit supplémentaire une fois qu'on a regardé ensemble ce qui avait marché ou ce qui n'avait pas marché. J'ai mis en classe pour certains enfants, même pour qu'ils reconnaissent que c'était eux qui avaient laissé les bouchons des stylos pas remis sur les stylos, il y en a certains pour lesquels ils étaient tellement comme ça là que j'ai mis 1 an pour arriver à leur faire dire c'est moi qui l'ai fait. J'étais obligée, je dis bien obligée parce que je pensais pas en arriver là, à leur dire il ne t'arrivera rien. Voilà. Et il a fallu pour certains qui vérifient, qu'ils expérimentent pendant 1 année, qu'il n'arrivait rien aux autres, qui disaient oui c'est moi, pour qu'eux-mêmes puissent avoir le courage de dire oui c'est moi qui ai fait ça. Je dis ok, ben voilà, est-ce que tu veux bien contribuer pour que la classe puisse avoir des stylos qui marchent jusqu'à la fin de l'année à remettre les bouchons. Point, c'est tout ce qui lui arrive. Mais du coup, on se retrouve avec des personnes qui reconnaissent leurs erreurs et on peut apprendre les uns avec les autres et les uns par les autres. C'est quand même assez super, au lieu d'aller planquer les trucs sous le tapis.
Regardez encore le nombre de fois aujourd'hui, moi j'ai 52 ans, où on a cette tendance à avoir envie de planquer un truc sous un tapis. Donc ça, c'est capital de remettre une place royale à ça. Et il y a une autre chose qui serait aussi assez sympathique, parce que c'est notre carburant. C'est ce qu'on appelle en communication nouvelle la célébration. Alors bon, c'est un mot qui ne parle pas à beaucoup de gens. En tout cas, c'est au moins cette capacité qu'on pourrait avoir à exprimer de la gratitude, et pour nous-mêmes, quand on a fait quelque chose dont on est particulièrement heureux, et aussi pour d'autres personnes qui ont contribué à quelque chose qui nous a rendus particulièrement heureux. Et même si c'est une petite chose, c'est quand même souvent appréciable. Ça veut dire que, par exemple, si quelqu'un rentre en retard et qu'on en a marre et qu'on a vraiment très très envie qu'il soit à l'heure parce qu'on s'inquiète et que voilà, on pourrait, au lieu de lui dire « Ah, tu es encore en retard », lui dire « Écoute, je suis quand même contente parce que c'est pas encore l'heure à laquelle je m'attendais que tu rentres, mais là, tu as quand même 10 minutes d'avance par rapport à la dernière fois. Et ça me fait super plaisir parce qu'au moins pendant ces 10 minutes-là, je ne me suis pas inquiétée. » Ça s'appelle prendre le verre à moitié plein au lieu de prendre le verre à moitié vide. Même ça, on peut le célébrer. Parce que sinon, les gens, ils sont toujours au fond du trou avec « Ah ben de toute façon, ça ne va pas, ça ne suffira jamais. » Donc n'hésitez pas, ils ne prendront pas la grosse tête, ils ne mettront pas de laurier sur leur tête, ils ne se diront pas « Ah ben ça suffit puisque c'est bon comme ça, maintenant je ne fais plus rien. » Les gens adorent ça, c'est notre carburant, on avance à ça. Et pas en entendant des appréciations comme des récompenses, c'est pas ça. Parce que ça, les récompenses, c'est pas plus marrant que les punitions. C'est juste de dire à la personne, voilà, t'as contribué à ça. Ça nourrit ça chez moi. Donc je vous invite à à n'abuser. Sur les boîtes de la Sécu, il peut pas y avoir dosage sur... voilà, ça c'est pas possible. Faites-le. Essayez. Voilà, moi j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous partager. Il est 10 heures. On a, on va dire, pour ceux qui en ont envie, après, vous n'êtes pas cloués ici. Si vous avez envie de sortir ou de faire autre chose, vous n'êtes pas obligé de rester plus. Moi j'ai envie de passer plutôt à une partie où vous pourriez interagir, où vous avez des questions, où même d'autres personnes peuvent répondre, parce que je sais qu'il y a des personnes ici dans la salle qui ont aussi des choses à partager sur le sujet. Et j'adorerais qu'on puisse prendre ce temps-là. Voilà, donc si jamais il y a des personnes qui ont envie de poser des questions ou de dire des réactions sur ce qu'on vient de vivre ensemble, ben, allez-y, c'est le moment. Alors il y a des questions au fond. Il y en a une derrière toi, mais bon, vas-y. Et puis, oui, non, mais t'as pas les yeux derrière la tête. Non, mais c'est bon. C'était un témoignage par rapport à ce dont je viens de parler. Tu peux le faire. Un témoignage par rapport au sujet dont on vient de parler. Je suis tombée sur cette proposition récemment dans un livre pour accompagner ma fille à qui j'ai toujours des choses à lui dire. Ça ne va jamais ce qu'elle fait. Elle recommence toujours de jamais ranger, d'être toujours en retard, etc. Et donc, trouver du positif, c'était compliqué. Et c'est tout le temps le conflit. Et donc, ce que j'ai vu, c'était trouver un joli bocal avec des jolies billes, jolies perles. J'ai trouvé ça chez Jiffy à la foire Fouille et je l'ai fait avec elle. Sur le moment, j'étais sceptique. Mais dès qu'il y a un petit positif, mais n'importe quoi, je prends la petite bille. Alors, on a mis 2 couleurs, transparent et bleu, et je le mets dans le bocal. Et en fait, ça marche très très bien. Donc le bocal, petit à petit, se remplit, il est très joli. Et maintenant, elle me regarde et ça coûte rien et elle y est très réactive. Ça marche, j'aurais pas cru, mais ça marche très très bien. C'est cette forme créative que vous avez trouvée et qui finalement marche bien entre vous pour exprimer ça. Voilà, et qui est assez rapide. Une célébration, dans l'esthétique, parce que le bocal est joli. Okay. Il y avait quelques... je sais pas... Oui, moi je voulais mettre en mots la célébration en remerciant votre intervention et également le parent qui a mis l'information dans l'établissement dans lequel je suis. Voilà. Vous avez un parent qui a mis l'information dans votre établissement, c'est ça? Et voilà. Je sais pas.
Moi non plus. En tout cas, elle est là, voilà. Après, vous pouvez toujours mettre un petit mot à l'endroit où il y avait l'information, dire merci beaucoup. Ok. Il y avait autre chose? Oui? J'avais des questions sur la différence entre la sanction et la conséquence. La sanction et la conséquence? Alors, on a une grande discussion parce que y a une dame avec laquelle on a contribué, enfin elle c'est elle qui l'a fait et elle nous a demandé de l'aide. Elle a créé un guide pour la justice en milieu scolaire. Déjà, il n'y avait pas le mot punition dedans. Il y avait le mot sanction. Bon, moi, sanction, je n'étais pas complètement à l'aise parce qu'il me semblait que sanction, il y avait encore un petit doute sur ce qu'on pouvait tous mettre dans ce mot-là. Alors, si on enlève le caractère punitif d'une sanction, si elle n'est pas imposée par quelque chose d'extérieur, mais si c'est une conséquence de ce qui s'est passé et qui est, j'ai envie de dire, dont le sens est partagé avec la personne, moi c'est tranquille d'appeler ça une sanction. Mais c'est rarement comme ça que ça se passe. Je vais vous donner un exemple. Donc, je vous ai parlé en début de rencontre des cercles restauratifs. Cercle restauratif, c'est quand il y a un conflit ou quand quelqu'un a fait quelque chose qui n'a pas plu à une personne. Cette personne peut demander un cercle restauratif. Et forcément, ce n'est pas un cercle pour mettre ni des punitions, ni des sanctions extérieures. Et je vais vous dire en comment ça se fait au bout qu'il n'y a pas de sanctions. C'est qu'il y a des places pour plusieurs choses. D'abord, il y a une place dans ces cercles, avant que le cercle ne se réunisse au grand complet, pour que chaque personne impliquée dans la situation puisse dire comment elle l'a vécu. Donc, on lui offre du soutien, de l'empathie. Vous dites ça comme vous voulez. On se relie au sens que ça avait pour les personnes. Par exemple, qu'est-ce qui a été touché pour elles dans cette histoire-là. Et donc, on va se réunir en cercle pour que les personnes puissent se dire entre elles, voilà, comment ça s'est passé pour elles, qu'elles puissent être entendues par les unes et par les autres, c'est-à-dire toutes les personnes concernées par cette histoire, que chacun puisse prendre sa part de responsabilité, et qu'une fois qu'on a fait ça, et quand je dis part de responsabilité, c'est pas dire j'ai fait une faute et mea culpa, hein. C'est voilà, je reconnais que voilà, j'ai contribué à ce qui se passe ça et j'aurais préféré que ça se passe autrement, mais voilà, et c'est cette conséquence et je vois bien comment c'est dommageable pour les personnes. Et une fois qu'on a fait ça, si le lien qui s'est retissé, si la restauration n'est pas entière pour toutes les personnes de ce groupe-là, on met en place ce qu'on appelle un plan d'action. Ça veut dire qu'on met en place des actions pour lesquelles tout le monde est d'accord, qui contribue encore plus à restaurer et à réparer ce qui aurait besoin d'être réparé ou d'être restauré. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est assumer les conséquences de ces actes. Voilà. Et puis on n'est pas tout seul à le faire en plus, chacun prend sa part. Et si on pouvait appeler ce plan d'action une sanction, pour les gens qui mettent un aspect neutre au mot sanction, on pourrait mettre ce mot-là, parce que, de toute façon, c'est quelque chose qui est choisi par tous. C'est pas quelque chose qui est infligé par une personne, qui est décidé de manière extérieure. C'est quelque chose qui a du sens pour tout le monde. Qui a du sens au point qu'on est d'accord de le vivre ensemble et non seulement de le vivre quand on le décide, mais aussi de le faire vivre après. Est-ce que ça répond à votre question? Le mot sanction, il est un peu bâtard. Il est un peu bâtard parce que cette personne-là qui écrivait ce guide, elle m'a donné une définition du mot sanction qui ne correspondait pas du tout à celle qu'il y avait dans le dictionnaire. Celle du dictionnaire est très proche de la punition. Non, mais c'est-à-dire, en fait, je me dis comment l'autre, comment quand on est dans on essaie d'être dans une communication non violente, en tout cas d'être dans le plus dans l'interaction de cœur avec quelqu'un. Et je pense que ce soit dans le cadre de parents-enfants, mais aussi au boulot, par exemple. Vous entendez au fond ou pas? Non. Alors, je disais comment dans le cadre d'une relation, on essaie d'être le plus dans une relation de cœur et honnête, et voilà, avec les gens. Que ce soit dans le cadre, quand il y a une simili-relation de pouvoir, qu'elle soit de parents à enfants, ou de responsable hiérarchique à quelqu'un dans son équipe, quoi. Oui. Comment faire passer qu'il ne s'agit pas de punition, oui, mais de conséquences.
Parce que le truc qui est compliqué, c'est que la personne a souvent l'impression que son pouvoir de décision est réduit. Parce qu'en fait, elle a le choix entre la peste et le choléra. Ou bien je fais comme j'ai envie de faire, comme je sens que c'est bon pour moi, etc. Mais dans ces cas-là, j'ai la sanction de la punition. Alors je n'importe quoi. L'idéal, c'est qu'il n'y ait pas d'exigence. Ce que moi j'entends dans le mot sanction, c'est que parfois on peut encore mettre une exigence. Mais si, par exemple, on pouvait dire à la personne qui a fait quelque chose, voilà, qu'est-ce que tu imagines si elle a réussi à prendre la responsabilité de ce qu'elle a fait. Si on lui disait, voilà, comment tu imagines pouvoir contribuer à réparer quelque chose de ça? Ça ne s'appelle pas une sanction, ça s'appelle contribuer à réparer. Et elle choisit, elle contribue à choisir. Ce dont vous parlez, c'est une question plus large, il me semble, qui est de comment on passe du pouvoir sur, il y en a qui décident pour d'autres, à du pouvoir avec. Alors c'est pareil, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Dans tous les endroits où il y a du pouvoir, vous les décrivez, la relation parent-enfant, enlevez le pouvoir et demandez-vous comment vous aimeriez que cette personne-là puisse réparer avec les moyens qu'elle a quelque chose qui s'est passé. Comment on fait au boulot pour remettre du pouvoir entre les gens et pour qu'on n'arrive pas à des conséquences qui parfois sont dramatiques. C'est pas évident que les gens ne vivent pas les choses comme des punitions. Donc s'il y a aucun moment où on leur demande comment elles aimeraient contribuer, elles peuvent le vivre comme une punition ou elles peuvent le vivre comme une sanction, ce qui est quand même plus léger dans le poids du mot, mais qui redit la même chose derrière en fait. La sanction, clairement, la personne, elle ne la choisit pas, même si elle a du sens, souvent elle ne la choisit pas. Et la punition, c'est clairement identifier qu'on lui inflige quelque chose, qu'il est coupable et qu'il va falloir qu'il paie. Ça ne contribue pas à mettre de la conscience, ça ne contribue pas à faire en sorte que les gens reconnaissent leurs erreurs. Donc c'est tous ces systèmes-là qui sont à revoir. Ça va assez loin. Alors je vais prendre un exemple concret. Il y avait voilà, si je voudrais aussi. C'est bon? Je suis assez tiraillée. Oui. La communication non violente, je l'applique à ma fille de 2 ans et demi depuis février. Donc j'arrive bien à l'appliquer. Et parallèlement à ça, je suis prof dans un collège de l'éducation nationale. Oui. Et autant dire que c'est un monde. Oui. Et du coup, voilà, comme on parlait du choix, du tiraillement et tout ça, et là je suis en plein dans ça. Oui. Et en fait, c'est compliqué parce que alors, je me rends compte que ça change parce que notamment le ministère a publié un dossier sur le climat scolaire. Il parle de la communication non violente, de la discipline positive, donc ça évolue. Nous, on a un collège de 900 élèves et par exemple, jusqu'à présent, je n'avais pas mis d'observation dans le carnet et je suis un peu débordée parce que les enfants, justement, ils ont plein de problèmes et on ne leur laisse pas la place de s'exprimer. Et j'ai des collègues qui m'ont dit oui, mais bon, tu t'en sors pas, mais au bout d'un moment, il faut que tu agisses. Donc, ça serait bien que tu mettes des observations. Et voilà, et donc là, il m'est arrivé d'en mettre, mais du coup, à contre-cœur, et voilà. Et donc, ça ne me satisfait pas. Et on a des comptes rendus de vie scolaire toutes les semaines. Il y a un tel a fait ça, 1 heure de retenue, un tel a fait ça, 2 heures de retenue. Et donc en fait, j'aimerais, si vous avez des clés, si j'ai l'impression d'être un extraterrestre, par exemple. Oui. Alors comment vous dire, il y a quelques extraterrestres qui se réunissent au moins une fois par mois pour pouvoir s'offrir du soutien entre extraterrestres, justement parce qu'ils sont dans des milieux qui pratiquent le pouvoir sur et qui ne mettent pas forcément du sens partout, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, parce que, enfin, pour une foule de raisons, parce qu'aussi les gens ne savent pas faire. Moi, je me rends compte partout, enfin, j'interviens avec d'autres personnes qui sont là ou même qui n'y sont pas dans des établissements scolaires. Quand on parle, comme moi je vous partage là ces choses-là ce soir, que ce soit des chefs d'établissement, quelle que soit leur place, ils savent très bien que ça a du sens. Ils savent juste pas comment faire. Voilà. Alors, on en revient à la dame qui parlait de cette patiente qui était particulièrement difficile. Il y a des gens pour lesquels ça va prendre du temps. De leur faire entendre ça et qui auront d'abord besoin de beaucoup de soutien
pour tout l'aspect difficile que c'est pour eux, d'avoir un métier qui pour eux a peu de sens. Parce que moi, je ne crois pas que quelque chose qui soit aussi dévitalisé puisse avoir du sens. Je pense que les gens se coupent de leur ressenti et qu'ils avancent comme ils peuvent pour tenir le coup. Voilà. Et qu'on est à peu près tous logés à la même enseigne et qu'on a vraiment besoin de prendre soin les uns des autres et qu'on a des choses à faire chacun à sa mesure. Et bien parfois c'est difficile, on est tout seul, donc il y a des gens, ils sont isolés dans un établissement, et ben, on se retrouve à l'extérieur. Et puis parfois on arrive à faire des petites choses dans l'établissement, on essaie de savoir où un petit pas est possible, voilà, et comment on célèbre à chaque fois ces petits pas-là et comment, voilà, et petit à petit, et ben, on grignote la falaise. Je ne sais pas vous dire autrement, mais... En fait, ce qui est compliqué, c'est dans la disposition où ils sont 28, oui. quatrième des ados, ils ont 1000 choses à penser sauf à apprendre l'anglais en l'occurrence. Et voilà, et donc c'est difficile, on sent bien qu'ils ont envie de dire des choses, mais il n'y a pas d'espace. Oui. Et moi j'ai envie qu'ils me disent des choses, mais voilà, quand, comment, pourquoi. Et après, il y a quand même à faire pour. Parce qu'il y en a, ils n'ont pas ce souci-là, et eux, ils ont envie d'être nus. Et donc, c'est ça qui... Et ben, comment on fait pour trouver des stratégies qui permettent de répondre à ces besoins-là, voilà, à ce besoin de soutien que les gens ont parfois quand ils arrivent et qu'ils rentrent. Voilà, vous avez peut-être un collègue prof qui vous offre du soutien avant de rentrer en cours, ou peut-être pas, ou peut-être que vous en trouvez d'une... Et il y a des jeunes qui n'ont de soutien nulle part. Enfin, je regarde une amie qui est là et qui est en lycée et quand on laisse la parole s'ouvrir sur ces espaces-là, on se rend compte que ça se déverse. Donc bien sûr que c'est une nécessité. Et c'est une nécessité parce qu'il faut être en condition d'apprendre. Vous ne pouvez être en condition d'apprendre que s'il y a un espace vide quelque part. Mais si vous êtes encombré de 10 000 trucs, comment vous faites? Moi, je ne sais pas faire personnellement. Je ne sais pas du tout. Donc, c'est une violence pour eux, mais c'est une violence aussi pour nous en tant qu'adultes intervenants. Et comment on ne considère pas que c'est le problème d'un prof qui n'y arrive pas avec cette classe cette année-là, mais comment on trouve que c'est une problématique qui a l'air d'intéresser tout le monde. Alors, il y a quelques établissements qui se mettent à trouver des réponses, voilà, de prise en charge. Il y a une CPE, c'était en réunion de CPE, enfin, conseiller, à chaque fois j'oublie, principal d'éducation, pédagogie, non, principal d'éducation, pardon, qui disait, cette année, on met en place une classe SAS. Et alors, elle a raconté ce qu'il faisait, et en fait, c'était génial. Quand il pointait qu'il y avait un enfant qui était perturbateur, au lieu de lui dire « Non, non, mais toi, t'arrêtes tes imbécilités, là, ça va pas pouvoir continuer comme ça, sinon on t'aligne », et ben on lui disait « Écoute, mon gars, ça n'a pas l'air de bien aller, sache qu'il y a un petit endroit pour toi. » On expliquait aux parents, voilà, que c'était pas une punition, mais qu'au contraire, c'était une façon de prendre soin de lui, que visiblement, là, ça débordait de partout et qu'il fallait faire un peu baisser la pression pour qu'il puisse revenir dans le truc. Et ils ont fait fonctionner ce truc-là. Voilà. Ben, moi, j'adore qu'ils aient cette créativité. Alors, parfois, ça demande du personnel, ça demande du temps. Mais si on fait le total en termes d'énergie consommée en prenant telle ou telle stratégie, je suis pas sûre qu'on soit perdant en mettant en place des choses comme ça. Alors oui, il faut avoir du soutien parce qu'il faut être plusieurs, parce que voilà. Donc, il y a des espaces pour ça. Voilà. On pourra vous donner des coordonnées si vous voulez. Là, vous parlez d'un ado, mais est-ce que c'est possible pour des petits? Oui. Moins de 3 ans. Oui. En structure collective. C'est possible. Moi, j'ai été enseignante en maternelle et j'ai outillé parce que j'en avais marre d'être le régent de la loi, voilà, dans ma classe et ailleurs. Et je les ai outillés en communication non violente pour qu'eux-mêmes s'occupent de leurs propres besoins et des règles de vie qu'ils avaient mis en place. Voilà. Et on a fait un truc rigolo, c'est qu'ils ont parrainé les grands ont réalisé que les petits quand même allaient avoir un peu de mal, ils ont parrainé les petits. Et du coup, dans la cour, au lieu d'avoir 10 000 gamins qui vous accrochaient les doigts, là, parce que ça va pas et tout, ils s'entraidaient entre eux. Ils savaient qu'ils avaient un parrain, en fait, enfant, qui pouvait les accompagner. On peut mettre en... Voilà. Oui, en maternité, c'est possible. Oui. Mais en crèche, par exemple. Mais en crèche, il y a des expériences qui sont faites. Alors, en crèche, on peut donner du sens, on peut expliquer à des enfants pourquoi on fait les choses, on peut aller sur leur terrain à eux, les écouter. C'est comme et petit à petit, ils s'imbibent de ça, ils s'imprègnent de ça. Parce qu'en
un enfant a beaucoup de violence en lui, Oui. Et qu'il l'exprime en colère, Oui. en tapant, Oui. et qu'il essaie qu'il demande en fait, il faut s'intéresser à lui individuellement. Mais dans un groupe collectif, c'est difficile. Oui, je sais. Je sais. Ce genre d'espèce peut l'aider. Alors, je ne sais pas quelle réponse peut être apportée. Moi, je sais ce que j'ai pu apporter, par exemple, comme réponse quand il y avait un enfant qui était en difficulté au point de perturber une classe. Mais j'ai pas une réponse qui est la même à chaque fois. Une fois, je voyais qu'il était vraiment en rôle, j'avais pas de temps. J'ai dit, écoute, taper sur quelqu'un, ça va pas le faire. Enfin, bon, il savait pourquoi, parce qu'après, il avait plus de copains, donc ça avait du sens pour lui. Mais je lui dis, par contre, je sens que tu as vraiment de la colère à l'intérieur de toi et j'adorerais que tu puisses la faire baisser un peu. Là, j'ai pas de temps à t'offrir. Et je lui ai fait des propositions. Il a été tout à fait d'accord de déchirer du papier. Du coup, ils ont fait un atelier pâte à papier parce que les autres ont trouvé ça très marrant. Et ils se sont dit, ah, bah, c'est génial, si lui il peut, nous aussi. Alors, ils s'y sont mis à plusieurs. Bon, ça est devenu plus rigolo. Une autre fois, j'avais précisé à l'aide maternelle qu'il n'était pas question de le sanctionner, qu'il avait le droit d'être dans un état pas terrible. Voilà, je ne savais pas ce qui se passait pour lui à la maison et que du coup, elle l'a embarqué et elle est allée préparer le goûter avec lui. Elle l'a occupé, il est revenu, il était calme, tout allait bien. Donc voilà, il y a des combines, il y a des réponses. Voilà, bien sûr qu'il y a à prendre soin. Si vous êtes complètement submergé, ça va devenir compliqué. Mais si lui, il est plus submergé que vous, il ne vous laissera pas le choix. Il faudrait que vous vous occupiez d'abord de lui, de toute manière. Après, il y a toutes les aides qu'on peut apporter, les équipes qui encadrent. Enfin, bon, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Mais... Ouais, si je peux me permettre pour rebondir par rapport à ce que vous disiez, parce que je travaille en crèche. Et en fait, là, on a fait tout un travail avec l'équipe sur les émotions, en fait, les émotions de l'enfant, avec les ateliers faveur domestique, peut-être que certaines personnes connaissent. Et du coup, il y a eu tout un travail au niveau de la parole, au niveau de l'accueil des émotions. Et voilà, il y a plein de choses qui ont découlé de ça. Et du coup, ça a permis de poser plein de choses et aux enfants de s'exprimer et d'être entendus, d'être accueillis voilà, dans leur ressenti et faire plein de belles propositions pour que c'est un travail d'équipe, mais après j'ai envie de dire à la base c'est un travail aussi individuel au sein des albums et puis après il y a des choses qui se mettent en place, c'est un travail de longue haleine de toute manière. Ok, est-ce qu'il y a encore des questions, des réactions ou est-ce que vous préférez arrêter là, vous promener parce que vous êtes assis depuis un moment, aller regarder des livres et qu'on continue à discuter autrement ou, Oui. Juste une petite question. Oui. Est-ce que la communication non violente s'appelle autrement? Peut s'appeler autrement? Alors moi j'aime pas l'appellation communication non violente parce que, à part la référence à Gandhi, ce qui était l'origine au départ, je trouve que ça dit ce que ça veut pas, mais ça dit pas ce que ça veut. Voilà. Alors il y en a qui l'appellent communication bienveillante aussi, surtout les gens qui sont pas formateurs certifiés et qui ont envie de mettre notre nom parce qu'ils n'ont pas le droit de mettre le mot CNV. Moi personnellement j'ai bien aimé l'appeler communication centrée sur la personne parce que ça c'était l'approche de Rogers, c'est de là qu'est issu Rosenberg et du coup je trouvais que ça avait du sens. Voilà. On ne peut pas être centré sur deux personnes à la fois. On est d'abord centré sur soi et sur soi de manière entière, pas en tronquant des petits. Voilà. Mais bon, appelez-la comme vous voulez, le langage du cœur, trouvez. C'est votre forme. Ben ouais, je sais bien. Moi aussi. Ils n'ont pas osé le redébaptiser. Merci à vous d'avoir été là. J'espère que ça a un peu répondu à ce que vous attendiez. Je ne vais pas les nommer toutes, mais je voudrais remercier les personnes qui sont là et qui me soutiennent les unes après les autres parce que je ne suis pas toute seule à faire ça. Voilà. Moi aussi, j'ai besoin d'un système de soutien pour pouvoir croire en moi, continuer à diffuser ce que j'aime et que les personnes font aussi avec moi. Et donc, elles sont toutes là et c'est aussi grâce à elles que vous avez pu bénéficier de ce temps-là. Et puis, vous pouvez, s'il y en a qui veulent lever le doigt et qui sont prêtes à répondre à des choses, vous pouvez aussi vous identifier. Voilà. Donc vous avez les livres qui sont à votre disposition. Si vous avez envie d'avoir des renseignements dessus, comme j'ai contribué à leur traduction, puisqu'au départ ils étaient en italien, je les connais bien. Donc, enfin les livres pour enfants en particulier. Donc je serais ravie d'y répondre, je les adore, c'est un peu mes bébés. Et vous ne les trouvez pas dans le commerce, mais vous les trouverez à la librairie Pégase, donc c'est déjà une chance. Voilà, merci à vous et bonne soirée.